Bonjour Évrard, bienvenue sur le studio de Reporters Citoyens. On a un peu changé la méthode. Tu accèdes directement au studio puisque c'est une émission qui est à nous deux. Voilà, et ben, bonsoir Anne, et puis bonsoir à tout le monde. Et puis content d'être là ce soir, hein, on a réussi enfin à lancer cette émission. On ne se stresse jamais, nous, c'est selon notre envie, selon notre humeur, parce qu'on aime faire les choses avec plaisir. Ouais. Puis je crois que de toute façon, il y a un petit peu de- des conditions, du conditionnement de ce qui se produit justement par rapport à ce qu'on raconte aussi justement, qui est de comprendre quelles sont les causes et les effets de tout ce qu'on fait, puis comment on agit réellement. Et c'est marrant de voir que par exemple, cette présentation, je sais plus hein, si on a repoussé de plus d'une semaine et finalement, il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Et Ouais. puis, Est-ce que c'est grave au final? justement, non, je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà, alors c'est Et parfait. puis, Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? alors, aujourd'hui, d'ailleurs, on va montrer les belles images, Ouais, important. parce que j'ai vu que c'était très lumineux, donc hop là! Voilà. Donc ce soir, hein, on va parler de tout, de tout, de différentes façons. Et puis c'est pour vous vraiment donner une nouvelle façon de concevoir le réel et toutes les choses, tous les phénomènes. Donc on va aussi se poser des questions sur la partie et l'ensemble, ou la partie et le tout, les relations des choses par rapport aux autres, l'individuel ou le collectif, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Les gens se posent, par exemple, est-ce qu'il y a des âmes collectives, des esprits collectifs, des consciences collectives? Est-ce que finalement il y en a plusieurs ou une seule qui prend de multiples formes, ou alors qu'il n'y en ait même pas du tout pour certains? On va parler aussi J'ai encore un problème avec mon micro. en Je fait, t'entends finalement, ça va moins. être aussi une présentation avec des choses imbriquées les unes dans les autres, puisque c'est même le sujet, hein, la partie dans le tout, les causes et les effets. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ou les conditions aussi. On va surtout parler conditions relations. Que signifie aussi identique ou différent, séparé ou uni, puisque c'est des questions qu'on se pose quand on parle d'individuel et de collectif, ou de partie et de l'ensemble. Et puis surtout, on va se poser la question du réel et de l'irréel. Et puis ce soir, pour changer un petit peu, je pense que ce sera un peu moins métaphysique et plus scientifique, on va dire. Même si, de toute façon, la science dont je vais parler, c'est uniquement des choses qui confirment les principes dont je parle, quoi. Parce ça part toujours de la métaphysique avec les grands principes, ou plutôt de l'esprit et puis on va dire, de notre connaissance transcendante pour analyser les phénomènes et pas l'inverse, quoi. Ok, Donc, alors tu vas passer en revue des slides et en fonction de ça, on commence notre petite conversation. ouais, voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup de slides. Et sur certains, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, On va mettre ça en grand alors. alors, ah oui, d'abord, là, c'est un petit rappel du renversement du support qui est important de prendre en compte. C'est que, comme je l'ai expliqué aussi dans les autres émissions, ou comme c'est un peu le but aussi de mes ouvrages publiés déjà, donc, c'est que il faut vraiment renverser on va dire la causalité, l'ordre de causalité, et puis on va dire de contenance ou de phénoménologie. Donc c'est l'esprit qui finalement représente le tout dans lequel se produit le mental, euh, qui finalement le retour du mental, enfin, on va dire l'interface entre l'esprit et le mental, ça produit la conscience mentale qui était le sujet de l'émission précédente. Et puis le mental, finalement, lui produit aussi une certaine catégorie, on va dire particulière, d'objets du mental qui sont les objets physiques. Mhm. Donc, là, l'interface entre le mental et le physique, c'est nos sensations, quoi. Alors c'est important de bien. Alors parce que c'est vrai que j'ai parlé d'idéalisme, j'ai montré que le réalisme est réfuté métaphysiquement, et puis aussi que de toute façon l'hypothèse est l'inverse de celle qu'on veut pour l'éveil, quoi. C'est-à-dire c'est l'hypothèse de la non-connaissance transcendante, qu'il existe quelque chose qui est en dehors de l'esprit, on va dire, qui est censé tout connaître de lui-même. Alors il y en a beaucoup
pensent, enfin, j'ai l'impression qu'ils reçoivent ce que je dis comme le fait que l'esprit existe à sa réalité et qu'à côté de ça ou devant, ensemble, on produit une chose mentale et physique en dehors de l'esprit, qui devient qu'une chose objective extérieure. Et j'ai l'impression que cette vision un petit peu qui mélange les concepts, donc faut pas oublier que tout ce dont on parle, même bah faut, ce qui paraît solide, par exemple, donc on va en parler aujourd'hui, la solidité des objets qui nous fait penser que finalement c'est ça le réel, c'est l'objet lui-même parce qu'il y a la sensation de solide. Et au final, tout ça, c'est des idées reconstruites, quoi. Donc voilà, c'est important de vraiment de se rappeler ça, que c'est ce dont on parle quand on parle de l'esprit, c'est ce qui englobe tout ça, ce que j'ai appelé l'illimitude, et qui est en fait illimitude lumineuse, parce que si on peut dire les côtés caractérisation des choses illimitées, on appellerait ça un peu la vacuité, et puis le côté lumineux, c'est le côté actif et autoconnaissant qui produit à partir de cette caractéristique de vacuité, donc tout des phénomènes du mental et des univers matériels. Alors, donc Voilà. ici, on sort de la religion, on sort de l'ésotérisme, etc. On est plutôt dans le scientifique. Mais si on peut reprendre le mot illimitude, ce serait la conscience, le divin. En fait, déjà l'affublé d'un mot divin, j'ai même déjà d'en trouver un mot, si tu vois, c'est oui, Primordial, la conscience primordiale. alors c'est même, on va dire au-delà de la conscience primordiale, parce que la conscience primordiale est déjà finalement, on va en parler aujourd'hui, le miroir du réel manifesté. Alors que là, on est vraiment au-delà, c'est-à-dire la source. Oui, tu peux appeler ça comme ça, mais finalement, bon, ben, le terme qui était utilisé, on pouvait dire c'est générique, c'est l'esprit. Et puis, par exemple, dans le bouddhisme, c'est ce qui est appelé l'esprit seulement, avec des majuscules à esprit et à seulement, avec un tiret. C'est pas pour dire en tant que l'esprit sans majuscule qui serait seulement, c'est-à-dire affublé d'une caractéristique. Mais ça, en fait, c'est le non conceptuel. Voilà, c'est ce qu'on cherche. En réalité, on parle d'éveil, donc c'est ce qu'on est en train de chercher. Donc ça sert pour l'instant à rien de lui donner des propriétés, tu vois, de déjà dire tiens, c'est ceci ou cela. En fait, c'est une démarche scientifique. Voilà, c'est la vraie démarche scientifique métaphysique, c'est-à-dire on prend tout ce qui est concept et on montre finalement on réfute tout. En fait, l'illimitude étant non conceptuelle, tout concept doit finalement être réfuté. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la méthode scientifique procède à l'inverse, elle fait la supposition de l'existence de quelque chose qui sert de référence à tout le reste et les met en relation. Et voilà, il n'y a pas de preuve de quelque chose puisque c'est toujours une mise en relation d'un concept par rapport à un autre. Donc on verra la différence entre finalement c'est le réel, la cause et l'effet, l'idée, voilà, la conceptualisation. Alors voilà, il y en a qui vont dire, mais ce que je raconte, ça se base sur quelle croyance et tout. Ben non, justement, c'est qu'on prend toute croyance et toute conceptualisation et on en montre l'inexistence pour permettre la connaissance transcendante, c'est-à-dire permettre au mental d'avoir des ouvertures pour dépasser le conceptuel. Par exemple, nos sensations, elles ne font que on conceptualise pas quelque chose de grand dans quelque chose de petit. Tu vois, c'est du non concevable, donc pour nous, c'est pas du réel, c'est pas du possible. Pour l'esprit, pour l'illimitude, c'est concevable, puisque de toute façon, le réel manifesté, finalement, est comme ça, on verra que c'est que des relations, et que le tout étant dans la partie, en réalité, voilà, c'est plus qu'une simple idée, c'est plus réel que ce que dit le scientifique en faisant la supposition, par exemple, il existe telle entité. D'ailleurs, on verra à quoi se résume une particule en physique. Donc celui qui veut démontrer l'existence de quelque chose, bah, finalement, doit déjà partir de l'existence de quelque chose. C'est toujours comme ça. Alors, on va parler, ce soir, j'ai fait un beau dessin, on va parler par exemple du corps et de finalement ce qu'il représente. Bon, on en a parlé la dernière fois en tant qu'idée dans la conscience, on a dit. Finalement, c'est un objet mental particulier où on centralise toutes nos perceptions.
D'ailleurs, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit au début, l'ordre d'apparition, c'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble de perceptions qui se sont mises toutes seules ensemble pour se centraliser et émerger en une conscience unique. C'est toujours forcément, vu que ça vient de l'esprit et du mental, c'est d'abord une unité mentale centralisée qui récupère des perceptions. Donc c'est important. Donc il n'y a pas un genre d'évolutionnisme des perceptions qui se mettraient les unes avec les autres pour dire oh ça y est, je suis une conscience centralisée au bout d'un moment. Ça c'est un peu la vision absurde, mais c'est celle de la science matérialiste. Alors le corps, on le décrit comme un assemblage de parties qui est complexe et en réalité, puis qui se développe tout seul, qui fonctionne tout seul, qui se maintient tout seul, qui se perçoit tout seul. Donc voilà, on a l'impression que c'est vraiment déjà on dit que le cerveau est compliqué, mais finalement, si on regarde rien que la moindre perception du corps, ça devient déjà très compliqué. Et on peut trouver nulle part, finalement, de possibilité d'envisager que la partie se débrouille toute seule. En fait. Donc c'est pour ça que l'information génétique à l'intérieur d'une cellule ne pouvait pas suffire pour expliquer à la fois le développement, le fait qu'une cellule sache où elle est par rapport aux autres, finalement, parce que ça nécessite... la science balaie toujours les problèmes en disant oui, c'est parce que c'est trop compliqué, donc faisons comme si 1 milliard de processus entre eux arrivent à se mettre ensemble. D'ailleurs, c'est amusant hein, parce que même en génétique, par exemple, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'avais regardé à quel point on pouvait prédire rien qu'une variable, parce qu'il parle d'évolution en disant un gène va muter pour changer une caractéristique. En fait, on regarde, il y a déjà une centaine de milliers de gènes qui sont requis pour coopérer pour la couleur des yeux. Donc les scientifiques sont incapables de connaître à partir des gènes la couleur des yeux. Sauf s'ils ont des indications supplémentaires, par exemple, pour les corréler. Quoi. Donc on leur donne la couleur de peau, la couleur de cheveux, certaines origines. Voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué, on a balayé ce sujet. Donc au début du XXe siècle, il y avait eu l'idée d'inventer la morphogénétique, qui était une sorte de science pour imaginer quelque chose un mécanisme ou une substance ou une information qui permettait à la fois d'informer en temps réel et puis du fonctionnement du corps, et puis développer sa structure et voilà, en connaître toutes les parties finalement en temps réel. Donc au-delà de ça, il y a Rupert Sheldrake qui avait étendu un peu cette idée en tant que champ morphique, parce que on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de délimitation à ça. Donc c'est-à-dire que les instincts ou la conscience collective, par exemple, enfin ou une mémoire collective ou une mémoire qu'elle soit génétique ou mentale, finalement tout ça c'était un petit peu individuel et partagé. On n'arrive pas à faire de distinction. D'ailleurs, c'est normal, on verra, puisque justement, c'est à cause de l'inexistence en soi de ces choses-là. Elles sont définies les unes par rapport aux autres. Donc, on a un corps physique qu'on imagine avec une telle définition, telle caractéristique, telle manifestation. Donc, peut-être un champ morphique, ou on peut appeler ça un corps mental. On pourrait parler d'un corps énergétique aussi, puisqu'il faut... ça fonctionne pas tout seul comme ça. Il n'y a pas vraiment... Une cellule ne fait rien, finalement, et puis... il faut un processus global et puis d'ailleurs même toute l'énergie physique pour un être vivant, on a par exemple mesuré qu'il y avait au moins 25% qui provenaient d'aucune source connue, quoi. C'est-à-dire ni les aliments, ni la lumière, ni l'air, ni l'eau. Alors on va se poser des questions. Ah oui, éventuellement pourquoi pas du double éthérique qui est censé être un modèle finalement semi-matériel qui représente exactement le corps dans tous ses détails. Donc est-ce qu'ils ont une substance? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce qu'ils sont causes l'un de l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus cause des autres qu'un effet? Est-ce que ce sont des conditions, des relations, tout simplement des objets imaginaires? Alors, ah oui, d'ailleurs c'est le cas, hein, pas seulement pour la biologie, finalement, on se rend compte que tout a besoin d'une information délocalisée. Donc même la mémoire, hein, on l'a vu, par exemple, si on cherche une zone du cerveau qui est associée à certains souvenirs,
Ben, effectivement, si on regarde une zone qui s'active et puis qu'elle est dégradée, par exemple pour un accident cardiovasculaire ou quelque chose comme ça, ben, si le souvenir disparaît temporairement, finalement, il revient. Donc, dans cette partie, on se rend compte que c'est pas là où serait stocké le souvenir. On avait vu aussi le monsieur qui n'avait plus de cerveau, là, enfin, qui avait Oui, quelque c'est ça. D'ailleurs, si tu regardes dans le sage irrationnel, je crois que j'ai cité dans une partie, enfin, il y a deux parties. Il y en a une sur la théorie du cerveau et puis il y en a une autre qui est plus justement sur toutes ces réfutations, tout ce qui montre qu'il y a une anticorrélation souvent entre le fonctionnement de l'activation du cerveau et la perception du réel. Et puis, bah, on peut toujours inventer après des successions de choses. Hein. Les neurobiologistes vont dire, mais oui, mais la mémoire, elle est ailleurs, mais ça veut dire qu'elle est stockée dans un autre endroit, bah, on ne sait pas où, et puis si c'est cet autre endroit qui est détruit, finalement, ça se repousse à l'extrême, puisqu'il faudrait qu'il y ait à la fois un duplicata d'un souvenir sous une certaine forme, qui est inimaginable aussi, et puis un stockage de l'endroit où il faut le remettre, quoi. Puis de comment il faut le reformer pour qu'il se remette. Alors, Donc je ça vais quand devient même vous complètement. montrer pour dire que c'est réellement vrai, hein, parce que j'essaie de faire les recherches en même temps, comme ça je me rends utile aussi. Donc, on parlait justement de ce. Voilà. Donc, ici, l'homme a la tête presque vide. Donc, le monsieur vit sans cerveau dans son. Alors, on va mettre l'image un peu plus. Si j'arrive à la mettre. Pas. Peut-être pas y arriver, mais en fait, donc c'est réel. Donc l'homme n'a pas de cerveau et malgré tout, il vit avec des conditions qui sont tout à fait. Je n'arrive pas à le mettre, c'est bizarre. Je suis un peu douée, moi. Alors voilà. Donc le cerveau est complètement vide. Il n'y a que quelques cellules qui sont tout pour tour. Et en fait, on se rend compte que le monsieur avec un QI, donc il a 67 ans, il a un QI pratiquement normal. Et il avait une vie tout à fait normale avec des enfants, etc. Donc c'est là que ça pose problème, évidemment, qu'on pourrait se poser la question, ben, si la mémoire n'est pas dans le cerveau, elle se trouve. Bah, surtout, le problème, c'est qu'on a inversé la question. C'est-à-dire que par la métaphysique, on se rend compte, par la logique, qu'elle peut pas être dans le cerveau. Par les faits, on se rend compte qu'elle n'est pas dans le cerveau. Mais il y en a qui continuent de prétendre qu'elle est dans le cerveau et puis qu'on va finir par montrer qu'elle est dedans. Au bout d'un moment, la réfutation, tu vois, on fait que de la réfutation finalement d'inepties qui ont été dites, qui sont avancées sans preuve. Comme je te disais, supposer l'existence de quelque chose en le basant sur l'existence déjà préalable d'une autre chose qu'on suppose existante en soi sans cause. Hum. Donc c'est toujours un petit peu le même problème, il faut reprendre les bonnes méthodes. Donc c'est pareil, on a une présupposition d'imaginer que c'est plutôt le tout est formé d'un simple ensemble de parties. C'est le réductionnisme, c'est-à-dire en regardant chaque particule, et ben on va se dire tiens, on comprend un corps. Alors effectivement, au bout d'un moment, quand on passe d'un niveau à l'autre, il y a déjà plus moyen d'en parler. C'est-à-dire que la physique quantique, elle parle de quelques particules, elle peut de temps en temps faire une expérience avec une protéine, mais c'est pour la mettre dans un interféromètre, pour voir si c'est une onde, c'est tout. Et puis après, au-delà de ça, ben, on va dire chaque échelle a vraiment sa façon de fonctionner. Hum. Donc il faut comprendre que l'idée de corps, sachant que, je répète encore une fois, si ça vient de l'esprit puis du mental, l'idée de corps, l'idée de généralité et de la partie sont finalement toujours reliées les unes aux autres. Hum. C'est ça qu'il faut voir, c'est vraiment cette relation du tout avec la partie. Donc le réductionnisme, ça, c'est encore, comme je disais, la présupposition que les parties existent et qu'en existant, elles forment ensemble un tout. On verra que même pour une seule particule hein, et tout l'univers, eh ben, le problème justement, c'est que ça conclut exactement dans l'autre sens. Quoi. Alors justement, parlons de cause et d'effet. On parle de la partie qui crée le tout ou le tout qui crée la partie. Est-ce qu'on peut avoir des effets qui sont de nature différente des causes et des conditions alors là, on a surtout parlé, quand on parle de causalité, les scientifiques ou on va dire dans notre vie, on a l'impression de parler de la succession d'instants, simplement que c'est l'instant d'avant et la cause du suivant. Quoi. Hum. Donc finalement, si c'est juste une suite, on peut dire que c'est juste il y a une relation entre les deux d'interdépendance. On peut définir l'un par rapport à l'autre, mais on peut pas dire que l'un est causé par l'autre. Donc, on ne peut pas réduire aussi une causalité à la succession apparente
des événements par l'observation de phénomènes. D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il y a déjà l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il y a le temps passé qui est prévu. Enfin, on va dire que cette vision de succession crée le concept de temps dans les deux sens. Donc, on a un présent qui va vers le futur et vers le passé en disant il y a les causes précédentes et puis il y a les causes suivantes. Puis finalement, on a déjà l'ensemble qui est déjà là. Qui existe déjà quelque part. Voilà. Alors ça, par contre, l'histoire du temps, du passé, du futur qui serait présent en entier maintenant, ça, c'est un peu plus compliqué finalement. C'est vrai que c'est une des choses sûrement les plus difficiles à comprendre. Donc, même si j'évoquerai, on va plutôt parler pour l'instant finalement de l'absence de durée des phénomènes dans un instant de conscience. Et puis constater qu'il y a réellement, si on considère que c'est une succession, il y a déjà cette symétrie et puis qu'elle existe, quoi. Et souvent, il faut voir aussi que la cause, on la désigne rétroactivement comme existante. Donc l'exemple, ça va être de dire que c'est parce que j'ai renversé ma tasse de café que ma robe blanche est tachée. Alors là, oui. Oui, c'est ça, en fait. On a toujours cette relation du parce que et du pourquoi, du comment. Finalement, c'est pareil. Si tu mets une baffe, tiens, est-ce que c'est je suis la cause ou tu es la cause? Finalement, déjà, c'est un ensemble de conditions. Alors, par exemple, est-ce que demain, demain, je vais marcher jusqu'à la boulangerie? Est-ce que la cause, c'est la cause du fait que je vais acheter du pain? Ou alors, c'est pas plutôt parce que je veux acheter du pain, donc la cause, c'est le fait d'acheter du pain dans le futur. On a déjà cette histoire un peu qui surprend certains, mais comme l'intention existe, la rétrocausalité existe forcément. En réalité, la cause future est bien plus dominante qu'une cause passée, puisque la cause passée est que l'état actuel dans lequel il n'y a pas de... Enfin, tu prépares à l'avance ton futur. Oui, voilà, mais chaque action finalement que tu fais, tu verras que c'est une cause future. Tu bouges le bras, ou alors c'est une cause présente, toujours présente, qui est l'effet de sa propre cause. Tu bouges le bras, bon ben. C'est parce que tu veux attraper ta tasse de café. Voilà, c'est la même chose que décider de bouger le bras ou d'en avoir l'intention, qu'elle soit future ou présente. Finalement, c'est voilà, c'est conjoint. Et puis pareil, on va dire qu'un homme est le père de quelqu'un, mais finalement, c'est pas. On devient le père qu'après coup. Quand il y a le fils, voilà, quand il y a le fils qui est là. C'est la cause qui fait naître le père, quoi. Ouais, non, mais c'est marrant de voir, je veux dire, de tordre les informations dans ce sens-là, parce que effectivement, c'est tout aussi vrai en fait. Que ce soit dans un sens ou dans, à la limite, ce serait même plus logique. C'est à partir du moment où il y a le fils que le père devient père. Voilà. En fait, en réalité, le truc, c'est que on l'a décidé ou par illusion, on le fait, on regarde que d'un point de vue. D'ailleurs, on verra aussi que c'est le cas pour la science avec la physique quantique. Le problème, c'est de regarder toujours dans un sens et pas le reflet de ce truc. Et là, on se rend compte que justement, si au début on dit quelque chose existe parce que je suppose que l'autre chose existe, ça veut bien dire que les deux s'inversent. C'est une relation. Et l'objectif aussi de ces émissions, c'est de montrer que les inversions soient à la fois tout aussi réelles, mais que c'est leur ensemble qu'il faut arriver à concevoir. Donc là, je rebondis parce que tu sais bien que moi, c'est important de pouvoir le mettre dans la matière hein, à l'heure actuelle. Vu notre situation que nous vivons à l'heure actuelle, il faut la voir avec la même démarche. Dire pourquoi on en arrive à se retrouver avec des caméras qui nous surveillent, etc. Eh bien, en fait, il faudrait voir un peu dans le même procédé, réfléchir d'une manière différente et ne pas accuser. Ça permet de ne pas accuser, mais de se rendre compte qu'en fait, toi, des regards et des perceptions qu'on peut voir différemment, quoi, en fait. C'est ça qui est bien. Voilà, faut aussi, finalement, on se rend compte qu'il y a une tendance aussi à être en réaction à ça, mais être en réaction, c'est finalement prendre l'autre côté, l'autre extrême, et pas arriver à mêler ces deux-là en se rendant compte que c'est à cause de cette illusion et ce mauvais choix d'ensemble. Donc on peut
chacun peut remettre la faute sur tout le reste ou sur tout le monde ou sur les pires. Mais le problème, c'est que c'est vraiment, justement, Ben, pour avoir un bourreau, il faut une victime. Tu vois, la victime n'existe que s'il y a un bourreau, mais pour avoir un bourreau, il faut une victime. C'est un peu ce triangle de Cartman aussi qu'on met en place. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir se rendre ouais, compte puis en qu'on a chacun plus, sa part de responsabilité, en fait. oui, puis on a une vision limitée dans le temps ou même sur une existence en se disant, bah ouais, mais là, c'est quand même plus les dirigeants du monde qui sont en faute. Oui, mais bon, qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, à te dire ça, tu vas te retrouver un fils d'Illuminati dans ta prochaine existence et puis tout le monde remettra la faute sur toi. C'est ça. Après, voilà, faut bien considérer l'ensemble des choses dans l'absolu, quelles sont les causes et les effets, et puis voir si la libération individuelle ou collective est possible et comment ça se produit. C'est pas en restant dans l'illusion, en se disant ça y est, j'ai compris que tout va mal et pourquoi tout va mal, mais ça reste dans les phénomènes. Maintenant, il faut considérer que bah, soit qu'on peut les changer, soit les aborder autrement. C'est bien. Alors il y a des choses aussi intéressantes, on en reparlera un peu à la fin, justement avec le tout, c'est dans la causalité, il y a, je vais pas rentrer dans les choses compliquées parce que là, je préfère donner des exemples, mais il y a la causalité du déroulement, donc une graine qui est la causalité, enfin la cause d'une plante et du fruit, mais finalement qui, dans un sens, contient le tout si on le regarde en tant que phénomène. Mhm. Sur le... Et pareil, le début d'un son, par exemple, bon, bah, c'est un son, et ça reste... donc il n'y a pas vraiment de début de son qui ne serait pas un son. Ça aussi, il faut le voir dans l'entièreté de la chose. Mhm. Et si je dis la syllabe A, ben, elle est dans son début et elle existe comme ça en tant que début. Et il faut voir que ça, pourquoi c'est important, ça, c'est parce que comme le même réel, je le rappelle et je le remontrerai de différentes façons. On en a parlé avec la conscience, on en parlera avec le temps, on parlera aujourd'hui avec le fait de la manifestation des virtualités, mais c'est finalement c'est un ensemble de phénomènes qui se produisent en entièreté pour chaque instant de conscience. Donc il faut bien concevoir que dans le moindre début, que ce soit d'un son ou le début d'une pensée, finalement il y a déjà toute la chose. Entièreté dedans. Voilà, c'est arriver même en méditation, en contemplation, à percevoir cette pensée qui va émerger, qui est encore au moment où elle devient mentale. Alors, alors oui, on va parler de réel déjà. Les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Alors c'est une question que je me posais aussi depuis longtemps, depuis que je suis adolescent, je lis de la physique quantique et puis je me posais des questions sur le réel. On nous parle de plein de choses, mais comment on les conceptualise, quoi? On nous donne des petites bribes d'informations et puis après, bah, ça a été encore pire quand j'ai fait des études de physique et puis de la recherche. C'est que là, on essaie même plus d'assembler toutes ces choses ensemble. Est-ce qu'un électron est-il vraiment un électron? Parce qu'on parle de choses comme étant, voilà, ceci existe, donc le reste existe, quoi. Donc, si je dis qu'un électron existe, finalement, il existe. Alors, quand je vais parler d'exister, ce que je réfute aujourd'hui, c'est ce qu'on avait appelé l'existence en soi, l'existence indépendante, l'existence absolue, l'existence par nature, qui signifie aussi perdurer dans une nature propre. Donc tout ça, c'est réfuté. Le contraire, finalement, ça va être une sorte d'existence interdépendante ou de relation. Alors comment ce qu'on appelle réifier un objet mental, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que pour nous un objet est réel et quelque chose de concret? C'est d'abord il a un nom. Ce nom, ça désigne une vue, un concept, une désignation d'un ensemble particulier ou d'une généralité. La deuxième chose, ça va être une forme. La troisième, ça va être certains attributs qui lui sont propres. La quatrième, ça va être une substance. Et puis ça, c'était un peu ce qui était présenté il y a longtemps. Je rajoute, par rapport à ce qui est dit en science et ce qui a été modernisé, on parle par exemple d'un état qui serait à la fois déduit de sa forme, de ses attributs et puis du reste des choses, quoi. Et puis en plus de tout ça, pour parler d'une existence, on va l'affubler d'une durée d'existence.
puisque quelque chose qui durerait pas, ce serait quelque chose qui n'existe pas, quoi, dont la durée serait nulle. Ah, tu sais quoi, ça me fait un peu penser. Alors, je fais peut-être, ça n'a peut-être rien à voir, mais on nous a tellement braqué la tête avec les virus, Avec euh, quoi? avec les virus. Et Ah oui. je vois le mode de fonctionnement, tu vois, qui est comme on a mis. On a dû. Il n'y a pas de photo d'un virus, mais on sait, on a des conséquences. Alors on croit qu'il y a quelque chose parce qu'il y a des conséquences. Tu vois, Bah, donc, tu vois, donc on a créé un nom, on a créé un objet, parce que maintenant le virus du sida, il y a une image, mais qu'on n'a jamais photographiée, qui est une image complètement qui est, factice, puisque ça n'a jamais été isolé. ouais, puis de toute façon, en plus, bah, même si on l'isolait, même il faudrait en suivre le fonctionnement et en comprendre toutes ces relations avec le reste. C'est comme dire, bah, on peut rétorquer, non, c'est des microzymas. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu l'inverse. On peut inventer tout et son contraire, mais Tout quand tu dépend vois du que... point de vue où tu regardes. C'est ça qui est riche, en fait. Donc, Hmm. je veux dire, toi, tu nous donnes cette opportunité d'avoir ce mécanisme dans notre tête, un exercice, je veux dire, où on crée des nouvelles connexions neuronales en se disant que tu peux observer d'une telle manière par la droite, mais si tu te mets à gauche, bah, tu vois tout à fait autre chose. Et puis je dirais, il faut toujours essayer de voir en reflet, quoi. Mhm. Parce que justement, on se rend compte que bah, ce qu'on nous dit, l'inverse peut être vrai. Ouais. Alors, donc c'est pareil, si on parle d'une caractéristique ou d'une propriété, bah, il faut supposer que cette propriété ou cette caractéristique qu'a une particule, bah, elle doit être fixée. Est-ce qu'elle se fixe elle-même? On va devoir supposer qu'elle est fixée par autre chose. D'ailleurs, par exemple, si on parle de la caractéristique de charge électrique pour un électron ou de sa masse, bah déjà, si elle se fixe par elle-même, pourquoi celle de tous les électrons est identique? Pourquoi elles sont pas, elles ne décident pas les unes et les autres d'être d'une nature différente, finalement, si elles ont une nature propre. Mhm. Donc on représente à la fois l'électron comme, on va dire, comme une entité réelle existante. Bon, tout le monde pourrait se moquer de mon premier dessin en disant, mais non, ça peut pas être un électron, là, on voit une sorte de forme. Alors on va plutôt l'imaginer comme celui de droite avec un genre de cercle au milieu qui serait une petite boule d'électrons. Et puis autour, par exemple, bon, ben, l'extension, sa charge électrique. Alors on pourrait imaginer que la petite boule au centre, c'est une masse, puis que le tour, c'est une charge électrique. Oui, c'est stylisé. Mais le problème, c'est qu'en fait, à Voilà. force de faire Mais des dessins alors, stylisés, on l'imprime dans la mémoire. voilà. Et puis à force, un dessin, on se dit, c'est la réalité. On fait ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est bah, c'est lequel qui existe finalement. Est-ce que l'un ne cache pas l'autre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Mhm. Donc déjà, si on imagine une forme, bah, l'électron, on ne peut pas dire que c'est une petite sphère comme la petite boule blanche qu'il y a au milieu à droite. C'est la seule chose qu'on va pouvoir observer en réalité, c'est ce qu'il y a autour qui est un peu bleuâtre, qui serait une extension, un champ électrique. Mais quand on dit champ, c'est déjà quelque chose de virtuel. Alors, pour rappeler, par exemple, en théorie quantique des champs, donc la théorie actuelle de physique qui décrit toutes ces choses avec un ensemble de particules qui est le modèle standard. Donc, comment il explique le champ, la charge électrique? La charge électrique, c'est un champ électrique. Un champ électrique, c'est quoi? C'est composé de photons virtuels. Les photons, c'est les particules donc de lumière et qui sont donc des champs électromagnétiques. Ça veut dire que on est en train de dire qu'un champ électrique, c'est un ensemble de champs électromagnétiques virtuels. Bah, de Donc toute manière, finalement, ils disent que ça reste des théories, tout ça, hein, bah, malgré je tout. suis surtout en train de dire que ça définit la même chose, c'est-à-dire qu'on fait A égale B pour finalement dire bah, B égale A, parce que je définis A en disant que c'est B, et puis finalement j'en arrive à que B égale A. Hein. Si on dit la charge, c'est un champ électrique, le champ électrique, c'est des photons, donc un champ électromagnétique virtuel qui n'existe pas, qui n'est pas manifesté. Et donc ces champs électromagnétiques sont en eux-mêmes des champs électriques. Mhm. Donc Oui, on est en train de dire qu'un champ électrique est formé de champs électriques virtuels. c'est ça. Voilà. Mais c'est ça, la science, ne peut faire que du A égale B. Ouais. Alors en réalité, la physique quantique, si elle le décrit juste mathématiquement, c'est on dit souvent c'est une fonction d'onde, donc ça fait penser que c'est une onde. Mais une fonction d'onde,
c'est un vecteur dans un espace de Hilbert, c'est-à-dire c'est un ensemble de nombres dans un espace qui est défini de façon abstraite, un espace de nombres. Donc déjà, on est en train de parler d'une chose qui est des nombres qui représentent des probabilités dans un champ qui représente des possibilités de nombres et d'opérations entre eux. Donc, comme il est fait de photons virtuels par sa charge, et puis on pourrait prendre n'importe quelle caractéristique, hein, le spin ou la masse. La masse, par exemple, intrinsèquement n'existe pas. On dit que ça vient du champ de Higgs, qui serait donc on suppose déjà encore un autre existant pour faire émerger une charge, enfin une masse, comme étant la résistance qu'a la particule à se déplacer dans ce champ de Higgs. Donc ça montre aussi, alors qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'observer un électron, ou c'est-à-dire par exemple par sa charge, ben, on va prendre une autre entité qu'on va supposer comme identique ou similaire, qui a une charge, et puis entre ces deux champs qui n'existent pas, qui ne sont pas observables directement, il va y avoir un échange d'un photon ou de plusieurs donc qui matérialisent la virtualité qu'elle a. Mais qui ne les font pas diminuer, hein. D'ailleurs, ça fait apparaître un photon, mais le champ électrique de l'un et le champ électrique de l'autre n'est pas altéré. Ça reste toujours la même charge. Donc en réalité, la seule chose qu'il y a, c'est un champ invisible qu'on prétend fait de photons virtuels, qui est décrit par une fonction d'onde mathématique, et qu'on peut mettre en évidence qu'en faisant interagir avec une autre entité qu'on dit du même type. Et la seule chose qu'on observe finalement, c'est l'interaction entre les deux, la relation qui se produit dans les petits ponts qu'il y a entre les deux. Voilà. Donc pour montrer un peu le dessin, peut-être un peu plus juste, c'est chaque électron ou chaque particule représenterait un ensemble de virtualités, on va dire peut-être une boule ou n'importe quoi, ou une sphère, ou avec des pics parce que il y a certaines distributions différentes. Et puis voilà, à un moment donné, ces deux choses se mettent en relation l'une avec l'autre, avec la création de quelque chose qui là est observable. Qui est observable, ça ne veut pas dire nécessairement matérialisé, si? Ben, cette même chose observable, ce qui est observable, c'est le phénomène que ça produit. Voilà, un phénomène. C'est-à-dire, tu vas toujours dire la même chose. C'est observable parce que ton photon que tu vas observer, tu le fais interagir avec la surface d'un détecteur que tu vas supposer lui-même formé par d'électrons. Ben oui, on en revient toujours à ça, hein. Tu peux montrer l'existence d'un électron qu'à partir de photons qui sont détectés par des autres électrons qu'il y a dans la matière. Donc on prouve l'interaction qu'ils ont entre eux qui va être vue, mais pas la chose. Voilà, donc la seule chose qui reste, c'est finalement les interactions et une certaine distribution d'éventualité de ces interactions et de la forme qu'elles peuvent prendre. Voilà, c'est des virtualités, des possibilités non manifestées. Et puis bien sûr, bah, ces virtualités, comme elles ne sont pas manifestées, elles n'ont pas d'état. Ça c'est important. D'ailleurs, c'est aussi, ça a été les physiciens, mais à chaque fois, en fait, ce qu'ils redécouvrent, c'est que leurs suppositions de choses qui existent en soi, à chaque fois, elles sont réfutées. Le fait que les choses soient localisées, le fait que les choses existent en soi, qu'elles soient matérielles ou qu'elles aient un état, finalement, tout ça se retrouve réfuté, puis à chaque fois, ils font comme si c'était une surprise. Donc, il y a pas d'état, et donc ça a été prouvé aussi en physique quantique avec les inégalités de Bell, quoi. Donc, les expériences qui montraient que avec la non-localisation, on faisait une mesure sur une particule ou sur un ensemble pour montrer qu'elles étaient liées. Okay. J'essaie de retrouver à chaque fois quand même les définitions pour les références, tu vois. Parce que c'est quand même pas mal d'informations. Voilà, je te laisse continuer. Voilà. Bah, tu vois, que par exemple, quand tu fais une collision, ce qui est fait dans les expériences de physique des hautes énergies, on fait des collisions entre deux particules ou entre deux ensembles, c'est-à-dire des noyaux atomiques ou alors des particules comme des électrons, des protons. Bah, à l'endroit de la collision, tout ce qui reste, c'est l'ensemble des virtualités avec une certaine possibilité, une gamme de possibilités qui provient de tout le reste, donc qu'on va appeler l'énergie de la collision. Alors là où c'est important, c'est que de nouveau, quand tu parles d'énergie de collision, quand tu parles d'une expérience, tu remarqueras que la physique prend toujours en compte que la collision, en faisant comme si tout le reste n'était pas l'expérience de l'interaction des choses entre elles,
tout cet ensemble existait déjà et était manifesté, et puis finalement il n'y a que cette petite interaction qui se manifeste là. Alors que si tu regardes du point de vue de ces deux particules, bah, tout le reste est pareil, tout le reste est non manifesté, tout le reste existe en tant que virtualité, et puis à un moment donné, il faut bien que ça s'assemble en tant qu'une réalité où toutes choses sont liées. Sinon, tout serait dans ce qu'ils appellent une superposition d'états, parce que le fait de dire qu'il n'y a pas d'état, les physiciens, eux, ils préfèrent dire il y a une superposition d'états, comme si tous ces états étaient réels, mais on les appelle quand même virtuels. Mais quand on parle de superposition d'états, je pense que je t'en avais parlé, et j'en avais parlé avec Anne Dumont aussi, que tu connais bien. C'était l'idée de cette fameuse roue avec toutes les couleurs de la lumière, et puis quand tu tournes la roue très vite, toutes les couleurs de la lumière, donc c'est jaune, rouge, etc., deviennent blancs. Parce qu'en fait, c'est pas une superposition, c'est que là, notre œil ne peut pas détecter la rapidité à laquelle ça va. Oui, mais là, on parle de l'esprit et du mental. Et puis, en réalité, cette superposition d'états, elle est comme si le fait que la roue, parce que là, tu considères un état. Mais tant que c'est pas observé, tu vois, tant qu'il n'y a pas d'observation. Là, justement, regarde le dessin que j'ai, en réalité, ta roue, elle est dans toutes les couleurs, tous les états sont là, ou ne sont pas là, en réalité. C'est pas qu'il veut, tu vois, si tu considères qu'il y a un état, c'est que tu considères en réalité que chacune de ces petites boules qui a un électron est une chose par laquelle passe une chose réelle, l'électron réel par exemple qui est en noir sur la gauche, et puis qui passe d'un état à l'autre en étant d'une petite, tu vois, il passe dans chacune de ces virtualités à une super grande vitesse. Mais de nouveau, c'est que tu fais la supposition qu'il y a déjà une durée pour ça, c'est-à-dire une chose non mesurable, de dire il y a un état, mais en fait ça change tellement vite que tous les états apparaissent comme s'ils étaient là en même temps. Non, la réalité est que ni l'état ni la durée sont prouvables et sont mesurables. C'est ce que je dis, je réfute tout. On réfute l'existence de la durée en soi de ces choses-là, de la vitesse en soi du changement d'un phénomène d'une virtualité à une autre, puisque ce serait encore rajouter du non mesurable dans quelque chose qui est déjà non manifesté. Donc, non, mais c'est bien. Je donne un exemple, et voilà, c'est pour avoir l'explication. Là, il faut comprendre que si on parle d'état, c'est de nouveau la supposition inverse de dire tiens, c'est le matériel qui, par ses états, produit l'état mental. Alors qu'en réalité, c'est notre connaissance qui produit la manifestation de la matière. Et on verra que c'est justement le mental qui fait toutes ces relations et toute cette interdépendance. Parce que sinon, tu peux dire aussi la même chose de tout l'univers, et puis finalement, l'ensemble de l'univers, il est en train de changer d'état hyper vite. Alors que non, il reste dans un état parce que l'ensemble, parce qu'une particule qui est manifestée est interreliée à tout le reste. Mais ça voudrait dire quand même qu'on pourrait quand même, malgré tout, changer. Si on manifeste autre chose, on pourrait très bien. Donc, alors là, je vais aller loin, hein, mais je vais dire, pour le moment, on sait que la Terre, on présume que la Terre est ronde, ok, d'accord. Mais elle est peut-être maintenant devenue plate depuis qu'on a pensé, plein de monde sont en train de penser que la Terre est plate. Est-ce qu'elle ne pourrait pas changer à ce moment-là? Il y a plusieurs choses. Ça, c'est Sheldrake l'avait observé, par exemple, et puis d'autres physiciens l'avaient dit par exemple sur les constantes physiques ou les lois physiques ou des lois chimiques ou certaines apparitions de choses. Par exemple, Sheldrake avait parlé il prenait l'exemple en chimie de l'élaboration de nouveaux composés qui au début ne cristallisent pas. Donc comme si on n'avait pas encore décidé de quel était ou que les phénomènes mettaient du temps à décider quelle est la température à laquelle ça se solidifie. Oui. Et puis après, quand ça se solidifie quelque part, a priori, partout dans le monde, ça devient la même température de solidification. Mais on part toujours des problèmes, des principes qu'il y a des choses qui sont absolues. Par exemple, en physique actuellement, on dit que la vitesse de la lumière a une certaine valeur, qu'elle ne peut pas varier, et on construit tout le reste autour de ça. Mais en supposant ça, on écarte toutes les expériences déjà où ça dévie, et puis finalement, on écarte toute possibilité que cette grandeur soit variable. Et ça, on fige voilà. Dans la matière ce qui en fait n'est pas figé. Après, le problème, tu vois, de l'histoire de la forme de la Terre ou de l'univers dans son ensemble, ou même de ton corps, tu vois, c'est
puis c'est lié à tellement d'interrelations que C'est compliqué à bouger. voilà, c'est pas par Tu ne peux simple. pas. Oui, non, mais ce que je voudrais. Voilà, imagine, j'ai envie de faire pousser des ailes dans mon dos, et vu que comme tu me parles que c'est l'esprit qui dirige, je pourrais me dire qu'au final, à force de penser que j'ai des ailes dans le dos, je me retrouverais à avoir des picotements dans le dos et peut-être à un moment donné me dire tiens, c'est bizarre. Et voilà, mais il faut dépasser le conditionnement, il faut s'éveiller là. Pas spécialement, oui. Mais tu sais, hein, dans toutes les, euh, on va dire même toutes les religions ou toutes les spiritualités, les exemples de personnes de sages qui lévitent sont avérés, quoi. Oui, oui. Ils se font pas la guerre là-dessus, et puis c'est compréhensible justement. Ça fait même partie des étapes dans le très très bien cadré et expliqué, que ce soit en cause et conséquences et méthodes dans le bouddhisme ou dans plein d'autres. Donc tout ça, c'est que des confirmations de, effectivement, on a une certaine latitude, mais c'est là où on essaie de comprendre à quel niveau on l'a. Parce que si on se rend compte que de plus en plus, au fur et à mesure de cette succession de relations qu'on fait avec la conscience, il y en a, elles se multiplient. Ouais. Et là, on peut dire qu'on arrive en fin de cycle dans la mesure où justement, tu as de moins en moins de latitude là-dessus et que éventuellement, après, tu peux trouver des choses qui sont un petit peu contradictoires entre elles à des niveaux. À des niveaux justement, peut-être par exemple plus en cosmologie, par exemple l'énergie noire ou la matière noire, même dans l'esprit des physiciens ou de ceux qui les pensent, c'est encore un peu flou, donc peut-être que c'est pas encore totalement existant de la manière dont ils veulent le conceptualiser. Alors voilà, si on peut dire que toute particule finalement est constituée, comme je disais, d'énergie du vide, sachant que l'énergie est une relation entre des choses, des phénomènes possibles, et puis le vide, c'est un concept qui permet de relier toutes ces choses-là. C'est un espace où il n'y a rien, ou alors parfois on lui donne des caractéristiques comme le champ de Higgs, ou alors on dit que c'est le vide qui a toutes les propriétés de toutes les particules, et puis que finalement là-dessus baigne une sorte de chose indépendante qui serait l'énergie, et puis qui matérialise ces choses-là. Donc on voit qu'il y a toujours cette relation entre un concept et puis une manifestation de relation. Mm-hmm. Et on trouve jamais, par contre, l'objet ultime du concept. On trouve toujours que des relations entre deux choses. C'est ça qui est important. Donc, il n'existe pas d'entité qui est une substance, qui est une masse et un champ électrique. C'est juste des interactions. C'est que du vide. Alors, il y a aussi, pour moi, ce qui est intéressant Des aussi. conceptualisations qui sont plus ou moins ancrées dans une conscience collective. Parce que, je veux dire, au départ, parfois, ça émerge, il y a des nouvelles théories qui émergent, ou de nouveaux concepts qui deviennent finalement quelque chose de réel, parce qu'à force, on se bloque dans cette vision-là. C'est ça que tu veux dire. Après, ce que je pense plutôt, c'est d'après mon analyse, c'est que comme c'est une pensée, la pensée réaliste et dualiste, matérialiste, c'est la pensée la plus conditionnée. Donc elle est plus soumise aux conditions. On va dire c'est la moins inspirée. Et ça, Donc tu peux te dire qu'elle est inéluctable dans les processus pour ceux qui restent dans l'ignorance. Donc tu vois tous ces modèles. dans la matrice, comme on appellerait, mais qui reste un concept aussi Voilà, oui, c'est. partie, hein. Je dirais oui. Là, on déconstruit tout. D'ailleurs, c'est intéressant aussi justement de voir que par rapport à l'inversion dont je parlais au début, du fait que c'est souvent pas pris en compte complètement, quand il y en a qui parlent de matrice ou d'illusion ou d'astral, ils disent ouais, bon, ça y est, on est dans cette illusion, mais il faut se rendre compte que cette illusion qu'ils ont créée mentalement, ils l'ont créée mentalement dans cette illusion. Et après, le fait de se dire je suis dans une illusion ne fait pas sortir de l'illusion. Non. C'est le début du travail. Voilà. Et il faut comprendre vraiment c'est quoi l'illusion. L'illusion, pour moi, on peut l'appeler comme on veut. Je l'ai appelé de différentes façons. Justement, je l'ai appelé matrice artificielle à un certain moment. Mais tout ça, c'est pour utiliser ce qu'on me donne en face, c'est-à-dire celui qui prétend à un concept. Je lui montre, finalement, on va dire que notre corps physique, notre corps mental, ou l'ensemble, ou cet univers, constitue cette matrice mentale et cette matrice. Après, on peut lui trouver une histoire, mais qui est pas importante. La matrice artificielle, dire que ce serait d'autres entités ou d'autres êtres, c'est pas
ça demanderait après, pour sortir de l'illusion, de connaître l'histoire de cette illusion, en essayant d'en sortir. Mais le travail serait déjà fait quand on s'éveille. Donc c'est pas important. Ouais. D'ailleurs, la nature de l'esprit, justement, fait que il peut pas être bloqué par une de ces illusions sans pouvoir en sortir. Heureusement, parce que l'esprit est inconcevable et qui se bloque pas que au concevable. Alors là, je trouve le point le plus important et qui est aussi pas... Alors, il y a déjà une erreur qui est souvent dite, c'est on dit la matière est constituée à 99% de vide. Mais là, ce qu'on montre, c'est que ce 1%, il est vide. Il faut bien prendre compte, il n'y a pas une petite boule de 1% qui existe, qui est une substance, donc c'est également du vide, c'est un champ virtuel qui va interagir avec d'autres choses. Donc c'est juste des concepts, des relations entre des vecteurs et des nombres. Alors pourquoi on ne traverse pas la matière aussi dans ces conditions? Oui, pourquoi? D'ailleurs, donc si elles sont toutes constituées de vide, pourquoi elles ne se passent pas à travers ou elles ne s'empilent pas toutes au même endroit? D'ailleurs, justement, si c'était des petites boules qui représentaient 1%, même avec des répulsions entre électrons, ou alors si c'était des ondes d'une sorte de substance fluide réelle, dans les deux cas, la matière passerait à travers la matière. Tu vois, c'est comme si tu prends un truc, une planète, enfin un système solaire, et puis tu regardes, tu dis il y a à peu près 1% qui est occupé de l'espace, et puis tu fais traverser ces deux trucs, tu les fais se croiser, tu vas te rendre compte que la plupart entreraient pas en collision, et puis les planètes passeraient les unes à côté des autres de la même façon. Et donc la seule explication, c'est justement celle qui est la plus simple et que j'explique avec ce sens-là. C'est que c'est l'inverse. C'est parce que c'est des objets imaginaires qui passent pas à travers les uns des autres. C'est à cause de la règle de logique qui dit que ils peuvent pas être dans le même état, sachant que c'est pas des états. Et donc en réalité, si l'état n'existe pas, c'est plutôt, on aurait dû inverser les choses, c'est-à-dire dire nous avons inventé le concept d'électron parce que nous ne traversons pas notre chaise. Et c'est pas l'inverse, c'est pas l'électron qui permet d'expliquer pourquoi on traverse pas notre chaise, mais on donne à l'électron les propriétés en disant Quelque chose qui ne voilà. traverse pas. On nous dit il y a une comment ça s'appelle, le fait qu'il puisse pas être dans le même état, je me souviens plus du nom en physique, mais voilà, on pose un principe et en disant ce principe est réel et fait que, mais on parle de deux choses irréelles, de l'état et d'une substance irréelle. Donc en fait, on devrait même le dire plus simplement en disant nous avons inventé l'idée de matière car l'idée de notre corps ne doit pas traverser l'idée d'une chaise. Donc là, c'est que des idées. Oui, de dire que nous sommes limités par notre extérieur. En fait, on est limité par notre mental qui nous fait donner des limites extérieures de forme, tout ça, par de nombreuses relations entre les choses. Voilà. Et il faut comprendre que c'est ce mental sur lequel, là, moi, j'essaie d'agir. Je suis pas en train d'essayer de prouver que les choses sont pas comme ça, mais que, justement, réfuter tout ce qui est considéré comme réel alors que ça l'est pas. De limite. Il n'y a aucune limite. Les limites qu'on a sont simplement celles que l'on s'octroie. Et donc, si on regarde... C'est une question, hein. Je te posais la question, je dis, il n'y a pas de limite. Les seules limites qu'on a sont celles que l'on se met nous-mêmes. Oui, c'est ça, même le concept de l'ignorance de l'esprit ou du mental. Le mental, son principe est de poser des limites. Alors, il aime s'attacher à un concept. Par exemple, il y en a, ils vont dire, bon, moi j'aime bien l'énergie, moi j'aime bien la gravitation, donc tout va être à partir d'énergie et de gravitation, puis il n'y a que ça qui existe, il n'y a pas de charge électrique. Puis il y a les autres en face qui disent non, mais moi je dis il n'y a que le champ électromagnétique qui existe et puis de l'éther, et puis je définis tout le reste par rapport à ça. Mais ils font que changer de mots pour attribuer des relations entre les choses et ils parlent de la même chose avec des noms différents qui leur plaisent mieux. Ouais. Alors qu'en réalité, aucun de ces objets n'est réel. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont les relations entre les choses et c'est à partir de ce moment-là où, en commençant par regarder le reflet de l'interaction, que ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre en face, et sans faire de distinction a priori, parce que voilà, c'est ce qui est toujours fait en physique quantique, on va dire le détecteur et la personne qui observe sont réels, sont manifestés,
pendant cet instant de conscience. Donc regardons comment ils agissent pour manifester cette particule, cette virtualité, éventuellement en y ajoutant une intention, éventuellement en parlant de réduction de la fonction d'onde, qui est un non-mécanisme, hein, qui sort de nulle part, qui est simplement qu'on masque notre ignorance du fait qu'il n'y a pas d'état. Donc on fait comme s'il y avait un état qui se réalisait, mais l'état ne se réalise pas, puisque c'est la réalisation du phénomène qui se fait elle-même. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a une répulsion entre deux choses qui apparaît, et puis on en déduit l'existence de deux charges électriques qui se repoussent. C'est ça. Donc voilà, on a vu que l'information, finalement, c'est la même chose que la manifestation à ce niveau-là. On a d'un côté, on va parler d'une information manifestée quand on observe un phénomène, et puis d'une information non manifestée quand on va parler d'état virtuel ou de possibilités ou de processus non observés, jusqu'au moment où on reproduit encore une observation là-dessus. Alors, est-ce qu'au fond, on ne parle pas toujours un petit peu aussi, si on se rend compte que la matière est constituée de vide, et puis on faisait une distinction entre un champ morphique qui est immatériel et puis un champ physique qui est la manifestation, à ce niveau-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence. Que la manifestation de l'endroit où est l'électron, eh ben, c'est là où on dit là est l'électron. La manifestation de là où est le corps physique, finalement, c'est là où il y a le champ morphique. Donc c'est les deux choses deviennent équivalentes alors qu'elles sont définies au départ comme étant distinctes. Et elles sont définies l'une par rapport à l'autre puisque l'une a besoin de l'autre pour exister. Le champ morphique a besoin du corps physique pour dire il y a quelque chose là qui est l'effet de cette chose qui est inobservable. Et puis de l'autre côté, on dit là, il y a cette chose manifestée qui a besoin de causes non manifestées, non locales et d'informations et de mécanismes pour se manifester. Et en réalité, on a juste des relations entre deux choses qui sont ces phénomènes. Alors, ils sont définis l'un par rapport à l'autre, c'est un champ d'information, de fonctionnement. Est-ce que c'est pas pareil aussi quand on parle d'inconscient collectif ou de conscience collective que est-ce que c'est pas un champ de formation et de fonctionnement d'un mental individuel? Parce qu'on nous parle de l'inconscient comme d'un processus non manifesté qui manifeste le déroulement ou les possibilités de notre pensée. Un petit peu de la même façon que toutes les virtualités d'un électron qui ne sont pas des états définissent ce qu'on va observer. On pourrait dire l'inconscient, notre inconscient, c'est toutes les pensées, les états possibles de nos processus qui vont mener à telle pensée ou telle réaction qui sera manifestée. Est-ce que c'est pas nouveau la même façon de parler du corps mental ou de ce qui produit le corps, c'est-à-dire l'information à la fois de l'espèce, le fait qu'on soit un humain, un individu. Donc quand on parle de matière du corps ou alors du corps matériel, on parle en fait de ses propriétés. Puis quand on parle de sa structure, de son organisation, c'est pareil, on parle de son fonctionnement et sa dynamique, de son développement quand on mélange la matière et puis le fonctionnement. Et puis l'information sur le corps et sur ses changements en temps réel, ça désigne aussi la même chose. Et donc en fait, ils désignent tous une sorte de nuage de phénomènes qui se poursuivent, qui sont tous vides et sans manifestation et qui sont reliés les uns aux autres. C'est l'interaction entre eux qui va déterminer ce qu'on va observer. Puis aucun n'est trouvable finalement, parce que si on commence à parler de qu'est-ce que la mémoire collective, on va pas pouvoir trouver autre chose que les parties qui peuvent en être manifestées par une mémoire individuelle, et puis en disant que finalement elle est constituée d'une mémoire individuelle qui est constituée d'une mémoire actuelle, puis d'une mémoire passée, puis tu vois, on va pouvoir dire plein de choses qui existent, puis qui finalement, il y en a aucune qui a vraiment une substance, et il y en a aucune qui a ses caractéristiques, elles sont toujours liées les unes aux autres. On peut même pas déterminer dans une de nos idées si elle vient parce que par exemple Jung essayait de chercher des archétypes ou essayait de faire des classements dans un certain sens pour dire c'est ça qui forme telle idée, mais de nouveau c'est vu comme des sortes d'états ou de concepts plutôt que comme des phénomènes. Donc finalement quand on parle de notre corps
ou de quelque chose de collectif, est-ce que c'est pas juste la manifestation mentale ou la manifestation de simples ensembles dont on présuppose l'existence par nos habitudes et puis par les conditions de la manifestation à cause de tous les liens qui existent, quoi. Donc si toi tu es humaine et moi je suis humain, on est bien d'accord que c'est pas de notre propre fait, on n'est pas cause de ça. C'est même pas notre corps lui-même qui est la cause de ça. C'est d'abord tout un ensemble de conditions et d'habitudes mentales et de conditions physiques qui se répercutent pour créer une sorte de phénomène qu'on appelle un corps humain, euh, voilà, qui est défini avec ses particularités. En fait, c'est un regard qui est très, très enfin, non, je ne vais pas dire comment c'est. C'est une vision des choses qui ne donne plus de sens à notre image, évidemment. Là, c'est là qu'on se dit qu'en fait, on est rien et à la fois tout. Alors ouais, C'est un peu. on dépassera justement, comme chaque partie contient le tout aussi, j'y viendrai juste après, c'est que, oui, voilà, on peut pas dire, là, ce que je réfute, c'est l'existence de quelque chose. On est d'accord. Mhm. Réfute l'existence des objets et des concepts. La réfutation des objets, par exemple, comme le corps en tant qu'objet physique, ou alors une sorte de corps un peu plus qui englobe du mental avec un champ morphique, avec un corps mental, énergétique et tout ça, euh, en fait, sont aussi tout à rejeter comme existence en soi. Mais on est bien d'accord que les relations existent, donc on n'est pas rien. C'est-à-dire on n'est pas quelque chose et on n'est pas rien. Mhm. Donc on va commencer par réfuter les deux points de vue pour essayer de comprendre justement que le problème est toujours du être ou ne pas être. Le mental veut établir ceci est quelque chose, ceci n'est pas quelque chose, mais sans être capable de préciser que le ceci qui est quelque chose ou le cela, finalement, sont obligés d'avoir le même niveau de réalité puisqu'ils sont relatifs l'un à l'autre. Donc Mhm. arriver à intégrer à la fois eh ben, la non-perception par rapport à la perception, par exemple, l'inexistant par rapport à l'existant, le non manifesté par rapport au manifesté, et d'arriver à unifier toute cette vision en non conceptuel. Donc la vision non duale. On est bien d'accord, c'est ça, hein, l'esprit de l'illimitude est non dual. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est telle chose et ce n'est pas telle chose. L'esprit arrive à concevoir, enfin à être au-delà du concevable. C'est sa nature. Et c'est ce qu'on venait vérifier. Et on est d'accord que là, c'est pas une preuve. Je donne juste les clés pour les moyens de le penser et après de dépasser la conceptualisation simplement dualiste. Donc la dualité est réfutée dans le sens où le matérialisme est réfuté, le réalisme est réfuté, mais ça veut dire que ça réfute l'existence du moi ou du corps, mais ça réfute aussi plus loin, ça réfute la dualité de tout concept. Donc même l'idéalisme dont j'ai beaucoup parlé, au bout d'un moment, il faut bien voir que c'est un concept. Un concept On aussi. distingue le sujet de l'objet. Et c'est là où on dépassera aussi la notion du soi. Et pareil, cette idée de soi divin. Alors, ça ne veut pas dire que, justement, il y en a beaucoup qui vont considérer, ah oui, mais alors dans ce cas-là, bah, je suis rien, j'existe pas. Oui, en termes d'existence et en termes de quelque chose. Et bien évidemment que la base même de l'esprit ou de l'illimitude, en réalité, c'est ce qui serait le plus proche de notre concept d'esprit individuel. Mhm. Donc voilà, faut pas non plus dire, bon, bah, l'esprit n'existe pas ou l'individu n'existe pas, mais où il faudra dépasser ces concepts, sachant que pour le mental, ce genre de soi divin, même si j'aime pas trop le mot divin parce qu'il est déjà tout de suite connoté, j'aime bien l'esprit individuel, sachant qu'individuel veut dire bah, que ce serait une partie de quelque chose aussi, alors que ce serait déjà séparé d'un reste. C'est comme si on avait découpé une substance qui serait l'esprit ou découpé son point de vue, alors qu'il est capable d'englober aussi Les autre plus chose. petits, oui, c'est ça. Et dans un sens, bah, la multiplicité de l'esprit est définie par rapport à son unité elle-même. Donc le fait qu'il soit capable de conceptualiser, eh ben, ça fait partie on va dire de sa non-limite, puisqu'on peut pas, il peut pas être limité à ne pas conceptualiser son individualité ou son tout. Mhm. Voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué, on va loin, mais
Non, mais En ça réalité, déconstruit. En fait, tu déconstruis tout et c'est ce qu'il faut faire, hein. Je veux dire, quand on parle d'éveil, on en parle souvent. L'éveil, c'est de déconstruire tout ce qu'on nous a implémenté et emmagasiné dans la tête. Donc, c'est de d'écarter toutes les limites qu'on t'a mis. Et donc, tu déconstruis tout ce qui semble réel, en fait, au final, pour en arriver à ce que les possibilités sont beaucoup plus infinies. Donc, à la fois, ça peut faire peur parce que tu n'as plus de structure, mais en fait, on n'en a pas besoin de structure. C'est bah, ça c'est ça, aussi. c'est le mental a beaucoup besoin. Donc, j'ai quand même donné des éléments. C'est pour ça que j'ai parlé d'idéalisme, déjà pour avoir une représentation, les bases d'une représentation inversée. Alors, c'est pas une mauvaise représentation pour la vie quotidienne, puisque dans la vie quotidienne, on est bien d'accord que toi et moi, conventionnellement, on est séparés et notre corps, pour nos activités en tant qu'humain, eh ben, c'est bien de lui donner une limite. On est bien d'accord. Hein. Euh, il ne faudra pas oublier que cette limite est Parce que conventionnelle. l'expérience qu'on vit est ici aussi. Voilà, et ce que je suis en train de dire, c'est que simplement ce corps ou ce moi n'a pas d'existence indépendante pour l'esprit, d'existence en soi, mais par contre, il a une existence conventionnelle pour le mental. Et puis, cette existence, elle est relative à d'autres êtres. Donc, moi, j'existe en tant que corps parce que toi, conventionnellement, existes là en tant que corps humain. Et puis, avec nos identités, nos différences, mais qui, au final, sont toutes des non-caractéristiques. Voilà, faisant partie d'un tout. Donc, toutes les choses, aucune ne peut être vraiment acceptée puisque tout concept est introuvable. Et puis, aucune ne peut vraiment être rejetée puisque les relations existent entre les choses. Donc, on n'est pas quelque chose et on n'est pas rien. Et on peut dire la même chose du vide conceptuel de la physique qui te dit, bah, il y a des virtualités, c'est-à-dire il y a des possibilités. Bon, bah, ils auraient dû faire le pas supplémentaire en disant, mais ces possibilités, en réalité, elles sont pas manifestées, elles sont mentales. Mhm. Mais comme ils veulent pas partir d'une représentation, on va dire idéaliste ou de l'esprit seulement, eh ben, ils partent toujours de l'idée que cet état ou cette particule ou cette virtualité doit exister et éventuellement avoir tel déroulement quand elle n'est pas observée, et pour en faire des prédictions sur quand je manifesterai une interaction. Mhm. Donc c'est pour ça que je dis, ben, c'est pas la peine non plus de supposer que les choses vont vite. À un moment donné, tu pourras les observer peut-être en observant plus loin dans la matière, mais ça ne remettra pas en question le fait qu'en réalité, il n'y a pas d'état défini, puisque pour définir un état, il faudrait définir la chose qui a l'état. Et en réalité, toujours, ben, l'état, il est défini par un état, et par un état relatif par rapport à autre chose qui n'est rien de plus. Voilà. C'est ça. Deux états qui n'existent pas. C'est la relation entre deux états qui n'existent pas. C'est la relation en elle-même qui est importante. C'est pas les états en eux-mêmes. Voilà. Puis en réalité, ces relations, elles sont bah, toujours changeantes. C'est-à-dire que tu peux jamais parler d'état ni d'objet parce que ceux-là sont toujours sont déjà jamais manifestés. Et puis en plus, bah, même la manifestation montre que c'est des choses qui seraient toujours changeantes, donc indéfinies en elles-mêmes quand tu les manifestes pas. C'est ça. Donc est-ce qu'on peut encore parler de, tu vois, il reste plus rien à part du concept et puis des nombres auxquels on attribue des propriétés en disant qu'un vide est ainsi, en disant un espace ça n'existe pas, mais en même temps c'est de la dimension. Mais une dimension sans rien, c'est quoi? Bah, c'est des relations entre des Oui. positions d'objets, et puis on n'en finit pas en fait. Et puis alors, comme je dis, c'est toujours une question de préférence. Il y en a qui vont dire, moi j'aime bien l'énergie, j'aime bien l'information, j'aime bien l'amour, donc je fais une théorie à base de ça. Tu sais Et quoi, ça puis, me fait vraiment penser, en fait, plus tu ouvres une porte, il y en a 10 qui s'ouvrent, plus tu sais. La seule chose que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Donc, plus tu sais, tu te rends compte que tu sais pas. Et c'est ça qui m'a. après, l'objectif, c'est justement, j'en ouvre beaucoup de portes, mais c'est surtout parce qu'on a un mental qui a déjà fait beaucoup de relations. Mais en réalité, il y a une seule porte à ouvrir là. Il suffit de comprendre vraiment concrètement, de regarder les électrons ou le temps ou un état ou n'importe quoi, de l'analyser jusqu'au bout et puis c'est une porte ouverte vers l'illimitude. Après, tu n'as pas besoin de les ouvrir toutes, tu vois, c'est ça qui est important. C'est le mécanisme Heureusement. qui est important, c'est le mécanisme que tu vas mettre en place pour faire un traducteur, entre guillemets. J'aime bien donner cet exemple avec Bouddha qui disait que finalement, ce qu'il a donné, c'est une sorte de voie à 84 000 portes. Et il n'y a pas besoin d'ouvrir les 84 000. Ça, c'est ce que va essayer de faire la science, peut-être, ou démontrer qu'elles sont toutes vraies avant d'en ouvrir une.
Mais l'objectif, on ne peut pas démontrer le réel à partir de quelque chose, soit de non réel, soit de... Bah, si on suppose que autre chose est réel, on n'a rien Alors, démontré. je vais dire que ta théorie, enfin, ce que tu expliques ici, est à la fois rassurant parce que en fait, on ne se trompe pas jamais, on ne se trompe jamais puisqu'on a tous une part de la vérité, hein, de ce qui est manifesté. Mais alors à la fois, oh, comment ça peut faire peur parce que c'est pas Bah, conceptualisé. déjà, il y a une chose que je trouve amusante, c'est quand je parle de phénomène de l'esprit ou quand on parle de matrice, ce qui fait peur, c'est ouais, mais alors que j'ai peur de me retrouver en dehors de ça et d'être En dehors genre de la matrice, et finalement, voilà, en dehors de mes de, concepts. de s'imaginer un genre d'esprit vide dans un espace vide et puis qu'il soit là, merde, je suis paumé, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, ça a aucun sens puisque tout est dans l'esprit. En plus, il faut bien voir que cette unité mentale, déjà qui nous bloque, il faut bien voir que c'est un énorme frein. Et même si tu te mets en méditation puis que tu restes une semaine dans le nirvana, la première chose qui va se passer quand tu vas revenir, c'est ton appropriation Eh du oui. moi, du je. Et après, les perceptions se reforment autour de ça. Et puis, voilà, il y a rien qui disparaît. Donc, Donc il faut finalement, pas avoir. oui, c'est une torture qu'on peut se faire, c'est juste pour expliquer le système, mais en fait, au final, tu n'es pas obligé de la faire à chaque fois. Tu vis. Oui, puis c'est un retournement qui, de toute façon, au bout d'un moment, se fait d'un coup. Moi, je trouve pas ça rassurant de me dire que je suis un morceau de matière qui peut se dégrader. Ouais, et c'est Mais ce que ça, je te dis, à la fois c'est enivrant de savoir qu'on est tout, et à la fois c'est perturbant de savoir qu'il n'y a pas de limite. Parce que mais même pour les enfants, tu vois, les ados, les enfants, on leur met des limites pour les rassurer. Mais nous, en fait, on nous responsabilise, on nous dit, t'as pas de limite, t'as aucune limite. C'est ah, très, très perturbant, tu vois. après, l'éveil consiste surtout à réaliser que l'être n'a pas de limite. Mais l'objectif, c'est pas de devenir un genre de personnage super-héros qui va Non, s'amuser dans l'illusion et devenir, tu vois, il y a ce genre, cette non-limite. Elle va venir d'une sagesse de la compréhension des phénomènes et de leur vacuité. Et de l'inintérêt de plonger les autres dans l'illusion en leur montrant des choses surréalistes qui leur feraient peur ou qui les feraient considérer qu'on est divin et pas eux ou des choses comme ça. L'objectif, c'est juste que, enfin, le problème du mental et de la conscience, on va dire la conscience, c'est un genre de, il va y avoir une sorte de réaction d'appétence ou de soif par rapport aux perceptions des objets. Et le mental, lui, il a une sorte il fonctionne avec des concepts, donc il veut s'arrêter dessus. Une limite ou un attribut pour l'être, ou dire tiens, je suis ci ou ça, même dire je suis éternel, c'est fixer un genre d'état pour le je suis qui est éternel. parce que j'ai pas entendu. Alors que Il y a eu une petite. Attends, finalement, bah, réponds. même la conception de On a temps, une mauvaise je peux connexion. être éternel et éternel. Allô, 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 Ah oui, ça. Ah, ça y est. Non, il y a un problème de connexion. Voilà, Ça y est, c'est excuse-moi. revenu. Hein. T'étais figé, ouais, pendant un moment. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, donc je ne suivais pas, donc comme je dois te comprendre. Voilà, donc tu refais ta petite phrase si tu veux bien. Ah, je sais même plus ce que c'était. C'est que c'était. Eh ben, alors c'est qu'on ne devait pas Justement, l'entendre. ah bah, ça c'était en rapport avec ce que je disais. Donc, on essaie d'établir même mentalement des limites, mais même en les disant parfois illimitées. On aime bien s'accrocher à un concept en se disant je suis divin ou je suis limité pour ça, mais sans réellement dépasser la Je limite comprends. de ce qu'il veut dire. Voilà. Ouais. Donc, donc voilà. Alors, faut voir que on va aborder peut-être justement la partie la plus importante, qui est là la partie dans le tout, et que tout forme la partie. Donc je disais au début, le début d'une syllabe ou le début d'un son, c'est le son. D'ailleurs, c'est marrant aussi sur les pensées, parce que comme j'ai tendance à essayer, je réfléchis souvent à la métaphysique, même j'ai envie de dire, je passe mes journées à ça, à part les moments où je suis vaguement diverti. Mais à chaque pensée que je vais avoir, bah, souvent, enfin, ça arrive, j'ai une super pensée. Entre le moment où je vais la mettre en forme dans ma tête et même l'écrire sur papier, mais après je me dis, mais ça,
ça a à la fois plus aucun sens, c'est complètement vide une fois que c'est en mots. Et puis, parfois, je perds même le sens qu'il y avait au départ, quoi. Alors que c'est vraiment au moment Ouais, je où elle comprends oui, oui. apparaît qu'il Ouais, je faudrait, ouais. sachant que toute cette succession, c'est-à-dire entre le moment où une pensée émerge en n'étant pas encore des mots, et puis en se conceptualisant en quelques secondes ou moins en mots, bah, il s'est passé plein de choses, plein de petits détournements que nous, on n'aura pas vus on prend conscience que de la dernière. Mhm. La méditation, justement, permet enfin, on va dire la contemplation de ces choses-là, puisqu'il faut les voir comme elles sont. Pas juste méditer en se disant j'ai pas envie d'avoir de pensée, mais plutôt en sachant ce qu'est une pensée et qu'elle est entièrement contenue dans son début, qu'elle est aussi vide que la manifestation de quoi que ce soit, qu'elle est créée par des conditions et par tout ça. L'observer comme apparition et en entier dans son apparition, pour voir comme si dans son premier instant de conscience, vu qu'elle est entièrement manifestée, ben, si tu portes ton attention entièrement dessus, ben, à la fois tu en as tout le sens et en plus elle laisse pas de marque. Mhm. Donc dans le sens où elle laisse pas la production déjà de la suite du phénomène et puis elle n'a pas d'autres conséquences sur le reste en produisant par exemple on va dire, ou des traces de karma, des graines de nouvelles pensées annexes liées à celle-là. Mhm. Ce seraient des répétitions ou des... Tu vois, donc c'est important aussi de voir que ça, c'est un mécanisme parce qu'on veut changer les choses, mais il faut voir qu'on ne peut pas les changer parce qu'on est conditionné. Pour se déconditionner, il faut arriver aussi à en supprimer certaines par des actes, par des pensées, par des réflexions et par des intentions, évidemment. Mhm. Mais que ça ne se fait pas d'un coup, voilà, C'est chacun... pour ça que je dis toujours, on est en chemin, parce que on ne pourra jamais justement réaliser la réalité de ce que nous sommes. Ben, Puisque, si tu pourras, justement, c'est le but de l'éveil. Mais le truc, c'est déjà, il faut voir que c'est un long chemin. Hein, depuis, moi, ce qui me fait marrer, c'est par exemple quand tu lis tous les sutras et que tu vois les quantités phénoménales et incommensurables qui sont utilisées, quoi. C'est-à-dire que pour expliquer la conscience qui n'a pas de début, de toute façon, et pour en arriver là, il y a vraiment un nombre innombrable même d'aires cosmiques, sachant qu'une aire cosmique va d'un début à la fin d'un univers qui contient déjà pas mal d'existences individuelles. Euh, donc voilà, on est au bout d'une longue route et a priori, on est plus sur la fin d'un éveil. Donc on est sur la réalisation de l'éveil. Et tous ceux qui nous suivent le sont, puisque on parle du conditionnement du tout, de la partie et du tout. S'ils se retrouvent là à recevoir ces informations, ils font partie de ce processus, de ce phénomène qu'on enclenche tous ensemble ou qu'on subit tous ensemble. On est chacun les acteurs et les spectateurs, à la fois un petit peu actifs et passifs. Mhm. Alors, on disait pourquoi tous les électrons sont pareils, c'est parce que ils sont reliés comme un concept, et puis la physique va dire que c'est parce qu'il y a l'information du vide qui est partout, mais ce partout, en réalité, il n'est pas manifesté, il est nulle part, c'est une idée. Puis pareil pour les protons, il n'y a aucune raison physique pour qu'un proton qui est constitué de 3 quarks avec des gluons qui interagissent ait exactement la charge inverse d'un électron qui serait une particule plus petite faite d'une autre sorte de substance ou d'une autre disposition des virtualités de l'électron. Et la seule raison logique, c'est de nouveau parce que c'est plutôt on a inventé le concept de proton et d'électron avec ces choses-là parce que les atomes sont globalement neutres, donc il n'y a pas de charge. Ça. Donc il faut qu'elles soient absolument égales. Mmh. Donc c'est toujours le raisonnement inversé, c'est parce que la matière est comme ça et ainsi On trouve, qu'on en on déduit trouve l'existence un du concept. phénomène. Voilà, exactement. Alors qu'on voit le phénomène là de réduction de fonction d'onde qui est en fait prendre les virtualités d'un électron avec celles d'un autre et puis de dire quand ils interagissent, ben, les deux prennent un certain état, puis qu'en fait cet état, ben, il se traduit par le fait qu'ils échangent une particule mesurable, bon, ben, de nouveau indirectement. Mais voilà, il y a quand même ce mécanisme qui fait qu'on passe de virtualité à une manifestation. Et en physique, on fait comme si, par exemple, il y en avait un des deux qui était déjà manifesté, et on dit, bah,
tout ceci est manifesté et fait réduire la fonction d'onde de l'unique électron ou des quelques particules ou de l'expérience qu'on observe. Et ils prennent pas en compte le fait qu'à chaque niveau, l'électron du détecteur ou de n'importe où interagit avec une fonction d'onde qui est une superposition d'états, comme ils vont dire, qui donc elle est elle-même l'ensemble de l'univers plus cet électron. Eh ben, ça forme une superposition d'états. Donc ça repousse encore que le problème, c'est de dire bon bah oui, bon bah alors il y a un observateur qui va agir et puis voilà. L'observateur, a priori, il considère déjà qu'il y a un côté asymétrique, donc ça marche pas terrible. Et puis c'est pareil, c'est faire intervenir une chose comme ça de l'extérieur en disant bah, elle produit un mécanisme sur les états alors que ce mécanisme est invisible et puis les états sont invisibles. Mais alors ce qui est important de voir en fait, c'est que dans une expérience de physique, le moindre électron qui va être mesuré, bah, il est le résultat de tout le conditionnement de tous les autres électrons de l'univers, que ce soit par sa position, par ses caractéristiques, par l'expérience qui est faite, même la position des physiciens va être conditionnée par la succession d'instants, puis on se rend compte que eh ben, on peut voir aussi à l'inverse. Enfin, c'est comme si le passage d'un état d'un seul électron eh ben, changeait la fonction d'onde ou l'état de tout l'univers. Donc c'est ça le côté symétrique, c'est considérer peut-être qu'il n'y a que cette particule qui existe dans le détecteur, et puis tout le reste, c'est virtuel, le détecteur, les humains, et puis ça fait apparaître ça. Et les physiciens, ils essaient juste de mesurer, de dire, mais oui, mais comme ils sont plus nombreux à côté, bah, c'est eux qui gagnent. Mais oui, mais la définition où là on décide d'arrêter l'état virtuel, c'est conventionnel. C'est un pur choix et après on essaie de regarder quelque chose d'asymétrique, donc de mesurer une durée par rapport à cette manifestation d'état entre plusieurs choses. Donc voilà, on se rend bien compte, comme je l'avais dit pour la conscience, que le moindre phénomène, la manifestation là en elle-même, elle n'a pas de durée. C'est un échange d'électrons, il se produit là. Après, ce qu'il y a une durée, bah, ça va être dans la succession de ce Dans la succession, le nom, oui, c'est ça. Les cycles peut-être qu'il faut pour obtenir quelque chose. Bah là, par exemple, tu n'as même pas besoin d'un cycle. Tu vois, tu as une observation qui, elle, se répercute sur autre chose. Donc, ce photon qui est soi-disant produit va se propager à côté. À côté, on a mis un autre matériau qui est constitué avec un genre de miroir dessus, enfin un truc ou un photodétecteur, photomultiplicateur qui reçoit ça et puis qui, avec un autre champ électrique, multiplie les électrons pour obtenir un signal électrique qui va être mesuré ensuite dans un détecteur. Donc c'est cette chose-là qui a une durée, mais l'interaction elle-même, tu peux pas lui donner une durée, puisque la durée, ça voudrait dire que l'interaction prend un certain temps, que le passage d'un état potentiel à réel, tu lui donnerais une durée que tu sors encore de nulle part. Ouais. Et puis comme je l'ai dit pour la conscience, et puis comme j'en dirais pour le temps, à tout point de vue, on voit que le réel est manifesté comme une succession. Alors ça représente une succession, on va dire, d'instants ou d'états, mais ça c'est notre idée. C'est une succession de phénomènes interreliés, de relations, qui nous font considérer qu'il y a des objets qui, eux, changent d'état au cours du temps. Mais objet et état et temps sont des trois choses qui sont définies les unes par rapport aux autres, en considérant justement en prenant pas en considération le fait que les choses n'ont pas de durée en soi et qu'elles sont observées que par une interaction qui, elle, n'a pas de durée non plus en soi. Et ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on dit, tiens, l'intrication quantique, c'est le fait que deux particules soient reliées, mais en réalité, l'électron qui apparaît par telle propriété à un endroit donné dans le détecteur, bah, il est relié avec celui qui est à l'autre bout de l'univers et avec tous les autres. C'est comme si la manifestation était une succession on va dire, de cristallisation de tout l'univers, comme ça, et où chaque partie est fondamentalement au même endroit, puisqu'il n'y a pas d'endroit. Tout se produit dans l'esprit et que les relations, l'endroit, ce qui est loin par rapport à ce qui est près, c'est là où il faut dépasser le concevable. C'est que puisque tout est au même endroit,
on considère aussi que ce qui est là, là-bas, ce qui est loin, finalement, ne peut pas être dans ce qui est près. Un peu comme quand je disais, le grand ne pourrait pas être conçu comme étant dans le petit. Bah, c'est la même chose, quelque chose, on a du mal à imaginer que tout l'univers est dans un électron. Et pourtant, si tu regardes, c'est justement cet effet miroir qu'il y a. En tant que phénomène, tu peux considérer que les deux sont justes. Donc le moindre électron est le reflet de l'ensemble de tout l'univers et de tous les autres électrons, de tout ce qu'on va appeler état ou plutôt relation entre toutes les autres particules. Donc c'est là où c'est important aussi. Bon, on pourrait l'étendre à tout le temps. C'est comme l'image du filet d'Indra. Donc un filet qui est donné comme image où à chaque nœud du filet, il y a une perle ou un cristal qui renvoie le reflet de toutes les autres. Et puis que c'est dans ce reflet qui correspond à la réalité manifestée de chacun à l'intérieur du cristal. Alors, pourquoi tu appelles ça un filet d'Indra? Le filet d'Indra, ça vient d'une métaphore qui est utilisée dans le bouddhisme. C'est aussi t'as le filet de Brahma aussi qui est utilisé comme nom. Mais c'est vraiment pour imaginer ça, c'est pour faire comprendre que le réel, l'illimitude, c'est pas comme s'il y avait quelque chose qui jaillit. Tu vois, à partir du vide, de la vacuité ou de l'illimitude, il n'y a pas quelque chose qui est sorti à l'extérieur. Il faut plutôt imaginer que c'est à l'intérieur. Donc l'image de deux miroirs qui se font face, elle est beaucoup plus juste. Oui. Alors ça reproduit une image à l'infini de plus en plus petite. Donc l'illimitude ressemble plus à un abîme qu'à une explosion hors d'elle. Ok. Et donc chaque partie, c'est comme si c'est un gouffre de plus en plus profond. Et si tu vas dans un électron, tu vas retrouver l'action de l'ensemble de l'univers proche et éloigné dedans. Mais après, de nouveau, dans cet univers, bah, tu vas pouvoir le regarder comme chaque partie. Donc tu vas prendre un électron qui est contenu dans cette partie, qui est contenu elle-même dans un électron, qui est contenu dans cette partie. Et c'est l'enchevêtrement, enfin la succession d'images qu'il vaut mieux conceptualiser comme le réel plutôt qu'un objet unique qui existe, qui est là, ou un ensemble et qui sont en train d'avancer ou de séparer les uns des autres. Et puis dans un miroir, dans deux miroirs qui se font face l'un à l'autre, il n'y en a pas un qui est cause et l'autre qui est effet d'image. Ils sont les deux autant cause et effet l'un de l'autre. Chaque parcelle du miroir reçoit toute l'image du miroir en face. Donc chaque partie renvoie donc toute l'image du miroir en face, qui lui-même contient l'image de miroir qui est réfléchi. Donc tu pourrais aller à l'infini. La limite, elle se fait que matériellement par les interactions, par de l'énergie, mais en réalité pour l'esprit, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que ce serait juste des inversions de sens dans lequel tu regardes, et puis à un moment donné, tu vas dire, tiens, je regarde l'électron du corps matériel, ou après je regarde l'information délocalisée qui est du champ morphique ou du corps mental, ou de l'univers, ou de la loi physique. Qui se reflète dans une petite partie. Voilà. Donc cette image des reflets, moi, je la trouve super importante. Ouais, c'est important à retenir. D'ailleurs, c'est ce que j'avais mis aussi en introduction au début. Ça, c'est des œuvres qui sont faites par un japonais, je crois, qui met des miroirs les uns en face des autres, et puis on va la mettre un peu plus grande. Objets. Tu vois, avec quelqu'un qui est là-dedans. Et c'est marrant parce que si on pourrait voir notre corps presque comme ça aussi, se dire, tiens, plutôt que de t'imaginer dans un corps physique unique, bah, je suis un genre de reflet multiple qui sera vrai à la fois au niveau matériel, mais ce sera encore plus vrai quand tu voudras dépasser ça, c'est-à-dire concevoir ce qu'on va appeler le corps spirituel ou le corps absolu. Puisque l'objectif, par exemple, quand on parle de l'éveil ou de dépasser les conceptions mentales, dépasser les limites, on est bien d'accord que c'est pas juste pour faire plaisir à notre mental. C'est pas pour faire de la métaphysique, c'est pas pour s'amuser dans le monde matériel. C'est réellement pour devenir libre du conditionnement, de ces contraintes et de pouvoir le manipuler ou agir dedans. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que si tu regardes tous les phénomènes comme ils sont, bah, tu vois bien qu'il n'y a rien qui est animé, il n'y a pas de vie nulle part.
tu regardes dans ton corps physique, le biologiste peut toujours chercher de la vie, puisque tout n'est qu'un processus unique manifesté pour tout l'univers, que chaque partie, elle se contente d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'un électron, il se contente d'avoir... C'est l'interaction entre tout qui fait cette illusion d'être en vie. Voilà, et dans aucune partie, on trouve quoi que ce soit qui représente la vie. Et si on commence à la chercher, soit on la trouve nulle part, soit si on la définit comme étant le processus qui se produit là dont on parle en entier, ben là, elle a aucune limite. Ça veut dire que tu peux considérer que l'animation de ton propre être, elle vient de tout l'univers. C'est ça. Donc cette vie, elle est soit partout, soit nulle part, de la même façon que l'électron ou que tout le reste. Ouais. Et ce qui est important, c'est que chaque partie ne fait rien. Chaque partie se contente d'être manifestée, d'être générée par rapport à ces relations. Donc un électron, une cellule, ou même mon corps ne fait rien. C'est pas à ce niveau-là qu'il y a des choses qui se font. Mm-hmm. Et c'est là aussi où ça peut faire peur, puisqu'on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas un peu, est-ce qu'on n'est pas un peu des simples passagers dans des genres d'automates autopilotés? Est-ce qu'on fait que poursuivre les habitudes mentales établies, qu'on peut mettre sous la forme d'équations mathématiques, des programmes ou des algorithmes, parce que ça s'appelait beaucoup à certains, mais qui représentent aussi des pensées, ou alors ce qui me fait marrer, moi, quand je vois tout ça, c'est comme s'il y avait une sorte de notice mentale qui dicterait au réel de l'esprit comment ça doit fonctionner. Donc c'est un peu ça les lois physiques, ou quand on dit, tu vois, quand on fait un présupposé d'un concept, on dit il y a telle loi physique ou même divine, ou telle information ou telle matière, on dit bah voilà, l'esprit ou le réel doit suivre ces lois. C'est marrant de penser que le mental pourrait contrôler le réel, quoi. Qu'un concept pourrait contrôler d'où il vient. Oui, oui, oui. Donc la question, c'est est-ce qu'on est juste là pour endurer une sorte de pièce de théâtre dans laquelle on est à la fois des spectateurs et en même temps les acteurs, puis personne n'écrit l'histoire parce que l'histoire elle est autant écrite par les rideaux et le plancher que par nous. Et puis que nous, tout ce qu'on en déduit de l'histoire, ce serait des illusions mentales qui viennent de pensées habituelles. C'est là où vraiment c'est important de comprendre que l'éveil, ça sert à dépasser ça, et puis que ce qu'il faut, c'est concevoir l'inconcevable, arriver à penser, dépasser la limite et jamais s'accrocher à un concept. Donc arriver à concevoir, par exemple, l'espace illimité dans quelque chose qui n'a pas de dimension, par exemple avec les reflets infinis d'un phénomène dans les autres et qui s'interpénètre, puisque toute l'énergie de tout l'univers doit participer à un endroit local en disant toute cette énergie partout forme tel champ électrique, tel champ de gravitation à tel endroit avec telle loi physique, telle contrainte, pour qu'un petit électron prenne une position quelque part dans un détecteur. C'est marrant parce que quand tu en parles, j'ai le cerveau qui part justement en imaginant, tu vois, mon corps transformé en tas de trucs différents à tous les niveaux. L'objectif, par exemple, de l'être d'éveil, ou ce qu'on appelle le corps spirituel, ça va être un petit peu ça, ou c'est pas tout à fait. C'est-à-dire que même en dépassant les contraintes, l'objectif premier serait de pouvoir manifester différents corps physiques non contraints, ou de contrôler même les conditions de ton apparition quelque part. Mais donc, justement... c'est impossible, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, c'est la confirmation que vu qu'il n'y a pas de limitation, tout est possible. Tout est possible, et c'est même l'objectif qu'on doit atteindre là, puisque sinon, autant dire que ça n'a pas de raison d'être à la fois, tu vois. Oui, puis que de toute façon, ça n'a pas de raison d'être. Quel est le sens? Il n'y a pas de sens, et à la fois, on est là pour transformer tout, se transformer. Oui, voilà, il faut bien se rendre compte que là, déjà, le monde dans lequel on est, c'est a priori loin d'être le meilleur. Si tu regardes même rien que les noms qui sont donnés par rapport au reste dans le bouddhisme, ce monde c'est endurance, alors que tu en as, ça va être la claire lumière des plaisirs, tu vois, donc c'est pas tout à fait pareil, quoi. Il y a des mondes où... On a découvert ce qui était le pire et on profitera de ce qu'il y a mieux après. C'est juste de comprendre qu'on n'est pas bloqué dans un concept, même pas matriciel. Donc le jour où on s'éteint au niveau de notre corps physique, on peut redevenir n'importe quoi, on ne se met aucune limite.
Ouais, parce que Et on parlera de ça peut-être quand je pourrai le présenter un peu mieux, on va dire la conscience primordiale et puis les semences qu'on y laisse avec nos intentions et puis la causalité qu'on va appeler enfin de tout le conditionnement et de comment se produit, comment émerge le physique à partir du mental pour voir justement déjà comment agir et puis comment, parce que l'objectif si on s'éveille pas dans cette vie, c'est au moins de s'en donner les conditions pour la suite. Et puis ouais. pas de vivre toujours dans un cercle vicieux de celui qui vit dans son même monde en tant qu'humain, parce que ça lui plaît C'est bon, j'ai donné. Ça va. il aime bien le poulet rôti, donc il veut se réincarner en On humain qui a a du dit, poulet. hein? Qui a dit? Voilà. Rencontre. Donc c'est plutôt aspirer à l'illimité et puis à la liberté de l'être et surtout à comprendre sans illusion. Donc l'important c'est de voir comme tout est vide aussi, tout ce qu'on appelle vacuité, l'esprit seulement, la dimension absolue ou l'illimitude, c'est des choses qui sont de la lumière sur même ce qui n'est pas conceptuel. Donc le non conceptuel n'est pas irréel au sens de l'esprit, ou au moins il est aussi réel que ce qu'on appelle réel, qui est le mental. Et de même, il faut dépasser la dualité entre perception et non-perception. Ce qui est non perçu est aussi considéré comme on peut même dire que la virtualité est déjà fait partie déjà de la non-perception. Et puis surtout, ce qui est important, avec cette vision que finalement il n'y a rien, il n'y a aucune vie nulle part et que tout ça c'est un processus conditionné et que les phénomènes, ils sont juste ce qu'ils sont. Donc il y a la douleur d'un phénomène où son côté plaisant n'est pas dans le phénomène lui-même, c'est d'arriver à ce non-jugement de la perception. Parce que le cercle vicieux on va dire des existences un peu bloquées et conditionnées, c'est que on est dans le jugement de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, par rapport à ce qui est déjà un conditionnement, c'est pas le problème. Donc celui qui adore manger du sucré et puis qui se dit dans la prochaine vie je serai vendeur de bonbons et millionnaire pour m'acheter du sucré, il ne se rend pas compte qu'il se conditionne par rapport à un goût qui est rien par rapport à la perception de l'esprit, quoi. Oui, et puis qui pourrait être illimité de nouveau. Voilà, qui Il est se une limite expérience. dans ses perceptions qui sont illimitées. Et Alors donc, il n'y a pas de jugement entre le bien et le mal. C'est là que ça devient compliqué pour les gens. Hein. C'est que le bien et le mal, ils aiment bien en faire comme je dis, un concept mental en disant il y a cette notice dont je me moquais à l'extérieur qui te dit ça c'est pas bien, ou le mental sait que ça c'est pas bien. En réalité, on peut pas dire qu'il y a du bien et du mal. Par contre, il y a un sens qui va vers l'ignorance et un autre qui va vers l'éveil. Si tu pousses les autres à aller vers l'ignorance, tu te pousses toi-même à aller vers l'ignorance. C'est une cause à effet. Oui, Donc de toute façon, voilà, si tu veux être dans le plus en plus limité, entrer dans une matrice artificielle ou inventer un conditionnement et tout ça, on va dire. Alors, attends, Evrard, on va résumer. On doit devenir des réflecteurs de la lumière au-dessus. Voilà. Et le seul moyen, si tu regardes, c'est on peut pas vraiment donner de la lumière, on peut être soi-même cette lumière et en donner la compréhension et les clés pour les autres. Après, ça peut être de manière différente. Voilà, et l'objectif c'est de dépasser nos limites. Là, on se rend bien compte qu'on peut pas faire grand-chose. Moi, je peux pas agir matériellement pour le bien des êtres. Je peux pas agir beaucoup mentalement. J'ai pas beaucoup de moyens. Donc, il faut dépasser ces conditions et puis arriver à agir spirituellement aussi. Donc, agir spirituellement, c'est aussi aller vers ça, vers cette manifestation. Parce qu'on parle d'état non réel, mais par exemple, ton corps spirituel, c'est pas une réalité non existante actuellement. C'est pas une irréalité, c'est pas quelque chose d'existant. Par contre, c'est une potentialité déjà existante que tu manifestes plus ou moins. Donc, il n'y a pas non plus à se dire, à partir du moment où tu engendres l'esprit d'éveil et tu te dis je vais m'éveiller, c'est qu'il y a déjà eu cette, on va dire la graine, la pensée en son entier. Comme je disais, la pensée est entière dans son début. Donc le début de la pensée de l'éveil ou de l'intention de l'éveil, il a déjà été pensé. Voilà, mais il faut donc, il a déjà été pensé en entier. Le processus est déroulé en entier. Par contre, le processus, lui, il se déroule par bifurcation dans la manifestation. Et c'est là où
ça peut potentiellement prendre un temps infini si on va dans la mauvaise direction. Oui, oui. D'ailleurs, donc on peut dire qu'aucune chose, finalement, on ne peut pas avoir cette dualité entre l'être et le non-être. C'est ça qu'on verra aussi avec en évitant les extrêmes. Là, on le voit, il n'y a pas de substance, il n'y a pas vraiment de concept qui peut être existant, il n'y a que des relations. Et justement, le fait que rien n'existe en soi, c'est ça qui permet déjà qu'on passe pas à travers les chaises, mais qu'en même temps, on puisse s'en libérer. Si toutes ces choses existant en soi, si les conditions étaient réelles, si notre conditionnement était autre chose qu'une illusion, on ne pourrait pas s'en libérer, donc on serait ad vitam aeternam bloqué là-dedans. Voilà, donc si l'illusion était réelle, on s'en sortirait pas. Mais vu que l'illusion n'est pas réelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse, la connaissance transcendante, elle est là aussi. Donc l'illusion n'est ni réelle ni irréelle. Il y a d'un côté notre sagesse transcendante, notre connaissance transcendante, et d'un autre côté notre conditionnement et le mental qui reconstruit des choses. Alors, je te dis quand même qu'on est à 1h50, donc j'ai juste une petite conclusion là-dessus, parce que je pense qu'on a abordé beaucoup de choses, et puis on reviendra, je pense, sur tous ces points, mais c'est important de voir le tout. C'est qu'il faut se rappeler que tout ça, c'est comme un rêve de l'esprit. Donc quand je dis comme un rêve, c'est important aussi d'essayer de comprendre par rapport, vraiment de le penser concrètement. Quand on se dit, tiens, j'ai une table qui est solide en face de moi, ou un personnage, il est fait d'une substance vide, et c'est parce qu'il est là, conditionné, parce que j'y crois qu'il a l'air solide. Mais c'est juste parce que au moment où un ensemble de relations, au moment où je verrai les choses, ou alors où des positions où je sentirai telle perception, je dirais, là, je sens du solide, et je décrète que c'est solide. Alors que ça provient juste de la règle logique qui fait qu'on passe pas à travers les choses, et puis que ça se manifeste par des règles après qu'on interprète de façon quantique ou en parlant d'une matière. Donc si je frappe un mur, ma douleur est réelle au sens de perception. Par contre, ni le mur ni la main, eux, n'existent en tant qu'objets. Ce sont des objets mentaux. Donc voilà, il y a une différence entre les deux, c'est que la perception, c'est la conscience. Donc c'est ce qu'elle manipule, elle me reçoit des perceptions, que ce soit de douleur ou des visions. Et le mental, à partir de ça, lui, il recrée des objets, des sujets et puis des concepts. Donc au fond, il n'y a que du vide et de la douleur dans le fait que je tape un mur. C'est des concepts qui sont irréels puis qui existent, qui sont finalement existants que l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est parce que rien de ceci n'existe réellement que tout ça, qu'on peut s'en libérer. Et puis aussi le fait de comprendre que cette substance, c'est dans notre tête, c'est dans un rêve, ça donne aussi, ça montre que ça sert à rien de vouloir en rapporter quelque chose. Ton expérience en tant qu'être vécu, elle va rester, puisque c'est une expérience qui est liée à ta perception et qui est ancrée dans une continuité de ton être, que ton esprit, il pourra toujours y accéder, ce réel ne disparaît pas. Mais par contre, la matérialité, ça peut disparaître. Voilà, la matérialité. Puis par exemple, une ère cosmique, finalement, ça représenterait ça. C'est-à-dire à la fin d'une ère cosmique, tout un univers tel qu'il est défini, il arrive au bout de son processus dans lequel il était engendré, sa naissance et sa cessation étaient déjà définies, et puis il y en a un autre qui se crée. Ouais. Et c'est un peu comme la mort de l'univers, c'est-à-dire la mort d'une manifestation. Pour nous, la mort physique, c'est la manifestation d'un corps physique, mais il y a toujours cette continuité de la conscience, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc là, notre rêve, quand on dort la nuit, c'est individuel en général, même s'il y en a qui peuvent faire des rêves où ils rencontrent d'autres, soit des proches, soit des morts. Mais le rêve de la réalité du monde matériel est plus collectif parce que on se conditionne par le même ensemble, tout simplement. C'est comme si par décision commune ou par ignorance commune, ou certains peut-être par sagesse pour aider les autres, mais tous décident de se conditionner de la même façon pour vivre la même expérience. Donc voilà, tout dans chaque partie, et puis tout ça finalement est que du vide dans notre esprit, et ça donne la possibilité de s'en délier. Exactement, donc c'est ça le côté positif, ça donne la sensation qu'en fait on a une liberté, c'est même pas une sensation,
Ce qui est sensation, c'est qu'on est limité. Ce qui est la réalité, nous sommes illimités. Eh oui. Ouais. C'est quand même bien mieux de pouvoir se manifester une infinité de corps sous toutes les formes que de se dire je veux le meilleur corps, par exemple. Ah non, bah autant, oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mais je pense que c'est ce qu'on a fait pendant des incarnations déjà, hein, donc on le continue à le faire. Mais autant vivre dans quelque chose qui nous convient au mieux, au fur et à mesure en évoluant, en changeant un petit peu d'expérience, au final. D'ailleurs, quand tout le monde atteint l'éveil, par exemple, dans un univers où, je sais pas, dans une réalité, dans un royaume, dans un monde, ça dépend comment on définit ça, mais est-ce que c'est pas ça aussi la fin d'une ère cosmique, quand tout est défini et puis que chacun a vu son propre esprit et on repart sur certaines bases, parce que ça va, c'est pas là où ça va s'arrêter, tu vois. Hein. Quand l'esprit, tout le monde serait devenu de sa nature autoconnaissante lumineuse, ça va pas changer cette nature qui manifeste une infinité de choses, Ah puisque non. c'est cette nature. Voilà, donc il faut pas. Écoute, c'était une chouette émission et donc on continuera en empiétant un tout petit peu, en revenant un petit peu sur le début enfin, la fin de celle-ci, hein, pour qu'on ne perde pas le fil de l'actualité. C'est énormément d'informations, évidemment, de remise en question, et c'est ce qui est riche, en fait, comme on a dit tout à l'heure, c'était de déconstruire. C'est là, l'éveil, en fait, c'est de déconstruire, et ce n'est pas d'apporter, c'est de lâcher. C'est Ouais, ça qui l'objectif, c'est pas de se donner un nouveau modèle de la réalité avec plein de choses qui sont sympas, c'est de, c'est de s'en voilà, départir. on parle de la nature de ces choses et puis que, bah oui, elles nous permettent finalement d'envisager beaucoup plus que ce qui est. Exactement, Voilà. exactement. C'est effacer les contours. Voilà. Effacer les contours. Et Alors, voilà. c'est Bonne- l'idée. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui nous écoutent ont déjà mis un pied là-dedans, hein. Ils sont à la recherche un petit peu du réel et puis ça les intéresse et ils sont pas là tous à se dire je vais démontrer ci ou ça, puisque finalement c'est perte de temps. C'est ça. Ouais. Alors, ben voilà, on va clôturer ici. Donc, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous soutenir. Voici le compte pour pouvoir soutenir, je vais y arriver, pour pouvoir soutenir Reporters Citoyens. Alors, pour nous retrouver, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur Facebook, sur Reporters Citoyens Belges au singulier. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. On a besoin de vous pour faire tourner l'information, puisque au final, plus on se libère, et c'est dans l'intérêt de tout le monde, hein, bien évidemment. Et n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions si vous avez besoin pour des émissions, etc. Ah, je vois, oui, on peut m'envoyer éventuellement sur l'adresse de ProtonMail. Voilà, reporter citoyen belge, protonmail.me. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est Matt Mira, puisque voilà, c'était une autre vision, c'est de me créer une autre version de moi-même, parce que c'est une nouvelle renaissance à chaque fois. Et donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, partagez, c'est votre rôle de petit colibri. Et pensez que vous êtes infini, pas de limite. Et que la vie est belle en fait au final, que c'est qu'un jeu, ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait faire passer comme message, n'est-ce pas? Je te laisse faire un petit mot de la fin également. Bah voilà, on est dans un jeu et on n'est pas dans le meilleur moment du jeu, donc il faut. Ça nous permet aussi, c'est ça qui nous met sous contrainte et qui nous oblige à remettre en question ce qu'on est. Prendre notre mal en patience et comprendre que nous sommes libres. On nous demande simplement de comprendre qui nous sommes. C'est reconnecter avec notre vraie nature. Voilà, c'est le seul but finalement qu'on peut avoir qui est important. Et donc d'aider les autres à faire ce pas, puisqu'on on est tous reflets les uns des autres et on s'aide et voilà, on avance ensemble. Merci beaucoup. Et ben merci, à bientôt. Eh bien, on se revoit bientôt, de toute manière. Ça va? Bisous, bisous. Bisous. Il est temps d'être au monde, que de sombres pensées hantent comme une ronde et qu'ils envoient rouler, qui se gonflent en tempête en se nourrissant de fiel,
c'est pour eux une fête, ce temple de Babel. L'ombre cherche souvent à détruire la lumière, s'attaquant sciemment à celui qui la sert. Il faut force et courage pour pouvoir résister. Que se lève le flambeau de notre liberté. Comme des gouttes d'eau sur la vitre du temps, formant de gris ruisseaux qui rongent lentement. Les amants rêvent clairs, englués dans leur toile, vivant comme un mystère, leur vie qui défaille. L'ombre cherche souvent à détruire la lumière, s'attaquant sciemment à celui qui la sert. Il faut force et courage pour pouvoir résister. Que se lève le flambeau de notre liberté. Sans comprendre jamais qu'on puisse sciemment être si plein de haine, de pouvoir ténébrant. Heureux est le veilleur dont l'amour les délivre, qui ravivent leur cœur et leur donne à revivre. L'ombre cherche souvent à détruire la lumière, s'attaquant sciemment à celui qui la sert. Il faut force et courage pour pouvoir résister. Que se lève le flambeau de notre liberté. Heureux est le veilleur dont l'amour les délivre, qui ravive leur cœur